Ma sœur a giflé mon bébé lors d'un dîner de Noël. Elle a dit que je réagissais de manière excessive. Tout le monde est resté assis, sans rien dire. Mais alors, mon mari, commandant militaire, s'est levé, l'a regardé droit dans les yeux et a dit « Sors ». Elle n'est jamais revenue. Bonjour, je m'appelle Nathalie. Noël dernier, ma sœur Vanessa a giflé mon bébé de 6 mois au visage pendant le dîner, alors que toute notre famille regardait. Personne n'a bougé. Personne n'a parlé. Ils ont tous juste regardé, comme si c'était parfaitement normal. Mais mon mari, David, un commandant militaire, s'est lentement levé de sa chaise. Et ce qui s'est passé ensuite a tout changé. 3 jours plus tard, j'ai découvert quelque chose qui m'a fait réaliser que ce n'était pas seulement une gifle. C'était 28 ans d'invisibilité dans ma propre famille. Le dîner de Noël de la famille Sterling avait toujours été le spectacle de Vanessa, et le 23 décembre n'a pas fait exception. Elle est arrivée avec 2 heures de retard dans sa Tesla blanche, traînant des anneaux lumineux et une équipe de tournage qu'elle avait embauchée pour documenter son expérience authentique de Noël en famille pour son blog de style de vie. Je me tenais dans l'embrasure de la porte de la cuisine, berçant doucement Lucas contre mon épaule alors qu'il s'agitait après sa sieste de l'après-midi, regardant ma mère, Patricia, réorganiser toute la salle à manger pour accueillir l'installation de tournage de Vanessa. La maison sentait la cannelle et la dinde rôtie. Mais sous tout cela, il y avait la tension familière qui accompagnait tout rassemblement de la famille Sterling. Mon père, Robert, était assis dans son fauteuil d'angle habituel, faisant défiler son téléphone et faisant semblant de ne pas remarquer le chaos qui se déroulait autour de lui. Il a perfectionné cet art de l'aveuglement sélectif au fil des ans, surtout lorsqu'il s'agissait de gérer le drame constant entre ses filles. Vanessa publiait des articles sur ce dîner depuis des semaines, l'appelant son spécial gratitude familiale et promettant à ses abonnés un aperçu intime des traditions de vacances. Ce qu'elle n'avait pas mentionné, c'est que David venait de rentrer d'un déploiement de 6 mois à l'étranger, ou que nous avions fait 3 heures de route depuis Cedar Falls spécialement pour présenter notre fils à ses grands-parents pour les vacances. Rien de tout cela n'avait d'importance quand il s'agissait du récit de Vanessa. David est sorti de la chambre d'amis où il avait changé la couche de Lucas, élégant dans son uniforme de cérémonie. Même en dehors du service, il se comportait avec cette autorité discrète qui venait d'années passées à diriger des soldats. Il a croisé mon regard dans la pièce et m'a adressé un de ces petits sourires qui signifiaient que tout allait bien se passer, même quand je n'étais pas sûr que ce serait le cas. La salle à manger avait été transformée en ce qui ressemblait à une page de magazine. Vanessa avait déplacé les chandeliers anciens de notre grand-mère pour faire de la place à son équipement, replacé les photos de famille pour créer de meilleurs angles, et même changer les serviettes pour celles qui se photographiaient mieux sous son éclairage. Elle dirigeait son caméraman autour de la table comme si elle tournait une publicité, ce qui, à bien des égards, était le cas. Patricia s'affairait autour de sa fille aînée, ajustant et réajustant tout pour répondre aux normes de Vanessa. La dinde qui avait refroidi à la température idéale pour être servie était maintenant sous des lampes chauffantes pour maintenir son apparence pour les caméras. Les accompagnements ont été réorganisés 3 fois pour créer un attrait visuel plus important. Même les fleurs avaient été remplacées par un arrangement plus photogénique que Vanessa avait apporté de Portland. J'avais appris depuis longtemps à ne pas commenter ces productions. En grandissant, j'avais fait l'erreur de souligner l'absurdité plus d'une fois, pour me retrouver face à des leçons sur le soutien de la famille et la compréhension que certaines personnes avaient des rêves plus grands que d'autres. L'implication était toujours claire, j'étais étriqué de ne pas apprécier la vision de Vanessa, jalouse de son succès, menacée par son ambition. David m'a aidé à installer Lucas dans la chaise haute que nous avions apportée, la même qui avait appartenu à Eleanor, la grand-mère de David. Elle était en bois massif, lissée par des générations d'enfants, et elle semblait étrangement déplacée au milieu de l'esthétique soigneusement élaborée de Vanessa. Lucas glougloutait joyeusement, tendant la main vers les jouets colorés suspendus à la barre d'activité de la chaise, complètement inconscient qu'il allait devenir un participant involontaire à la création de contenu de sa tante. Le repas a commencé par le discours de gratitude habituel de Vanessa, prononcé directement à sa caméra pendant que le reste d'entre nous restait assis dans un silence maladroit. Elle a parlé des traditions familiales, de l'importance de se réunir et de la chance qu'elle avait de partager ces moments avec ses abonnés. Elle a réussi à parler pendant près de 10 minutes sans mentionner le déploiement de David, le premier Noël de Lucas, ou quoi que ce soit de spécifique sur les personnes réellement assises autour de la table. Quand elle a finalement terminé et a fait signe de suspendre le tournage, l'atmosphère a légèrement changé. Patricia a immédiatement commencé à servir, s'assurant que l'assiette de Vanessa soit parfaite avant de s'occuper des besoins de quiconque d'autre.
Robert est sorti de son téléphone juste assez longtemps pour découper la dinde, bien qu'il ait jeté des regards nerveux aux caméras. David et moi avons échangé des regards alors que nous essayions de manger tout en gardant Lucas amusé et relativement calme. La conversation a suivi son schéma prévisible. Vanessa a dominé la majeure partie de la discussion, mettant tout le monde au courant de ses derniers partenariats de marque, de ses collaborations à venir et des opportunités passionnantes qui semblaient lui tomber dessus quotidiennement. Patricia était suspendue à chacun de ses mots, posant des questions détaillées sur le nombre d'abonnés et les taux d'engagement, comme si elle recevait une classe de maître en marketing numérique. J'ai essayé de contribuer lorsqu'il y avait des ouvertures naturelles, en partageant des nouvelles de notre vie à Fort Henderson, de la récente promotion de David et de la façon dont nous nous adaptions à la parentalité, mais mes histoires semblaient disparaître dans l'air, reconnues par des hochements de tête polis avant que la conversation ne revienne inévitablement au monde de Vanessa. C'était comme essayer d'ajouter des ingrédients à une recette qui avait déjà été terminée et dressée. David l'a remarqué, bien sûr, il l'a toujours fait. Il a pris soin de me poser des questions de suivi sur les choses que j'avais mentionnées, me ramenant dans des conversations qui avaient continué sans moi. Il a partagé des histoires sur la communauté de la base, sur les autres familles de militaires dont nous nous étions rapprochés, sur la fierté qu'il avait de la façon dont j'avais tout géré pendant son déploiement. Ses efforts étaient gentils, mais ils ont également souligné le peu d'intérêt que ma propre famille portait à ma vie réelle. Lucas était remarquablement bien élevé pour un bébé de 6 mois, se contentant de mâcher ses jouets de dentition et d'observer toute l'activité autour de lui. De temps en temps, il babillait ou riait de quelque chose qui attirait son attention, suscitant de brefs sourires autour de la table avant que la conversation des adultes ne reprenne. Il était fasciné par les lumières de l'équipement de Vanessa, tendant la main vers elle avec la concentration déterminée que les bébés ont lorsque quelque chose capte leur intérêt. Au milieu du plat principal, Vanessa a décidé qu'elle voulait filmer des séquences d'interaction familiale candide. Elle a demandé à son caméraman de se positionner pour capturer ce qu'elle appelait des moments de vacances naturels. Bien qu'il n'y ait rien de naturel à jouer une conversation de dîner pour un public de milliers de personnes, elle nous a demandé de continuer à manger et à parler normalement, pendant qu'elle fournissait des commentaires sur le beau chaos des réunions de famille. C'est alors que les choses ont commencé à se détériorer, bien que si progressivement qu'il était difficile de déterminer exactement quand le changement s'est produit. Vanessa avait toujours été particulièrement attentive à maintenir le contrôle de son environnement, mais la combinaison des pressions du tournage et de son besoin habituel d'être le centre de l'attention semblait aggraver son niveau de stress. Elle n'arrêtait pas de demander des redémarrages lorsque les conversations ne se déroulaient pas comme elle le souhaitait, lorsque l'expression de quelqu'un n'était pas tout à fait correcte pour la caméra, lorsque les bruits de fond interféraient avec son audio. Lucas, quant à lui, était fatigué. Son babillage joyeux s'était transformé en le genre de gémissement que tout parent reconnaît comme le précurseur d'une crise de colère totale. David et moi avons essayé de le calmer avec des chansons douces et des balancements légers, mais la combinaison d'un environnement inconnu, d'un horaire de sieste perturbé et de toute l'activité inhabituelle était clairement accablante. J'ai suggéré de l'emmener dans la chambre d'amis pendant quelques minutes pour se détendre, mais Vanessa s'y est immédiatement opposée. Elle était en train de filmer ce qu'elle appelait le cœur du segment, et le fait que des personnes quittent la table ruinerait le contenu. Elle m'a assuré que les bébés étaient adaptables, qu'un peu d'agitation était normal et que nous ne devions pas laisser cela interrompre le moment familial spécial qu'elle essayait de capturer. Patricia a approuvé, ajoutant que j'étais trop prudente et que les bébés devaient apprendre à s'adapter à différentes situations. Robert a acquiescé sans vraiment lever les yeux de son assiette. La mâchoire de David s'est légèrement serrée, comme elle le faisait lorsqu'il choisissait ses mots avec soin dans une situation tendue. Il a suggéré doucement que nous pourrions peut-être faire une courte pause dans le tournage pour permettre à tout le monde de se remettre. Mais Vanessa était déjà en train de passer à ce qu'elle appelait une approche plus authentique. Au lieu d'essayer de minimiser l'agitation de Lucas, elle l'incorporerait dans son récit sur le beau désordre de la vraie vie de famille. Elle a commencé à parler à sa caméra de la façon dont les vacances avec les tout-petits exigeaient de la flexibilité et de la patience, de la façon dont les moments inattendus faisaient souvent les meilleurs souvenirs. Les gémissements de Lucas se sont transformés en vrais pleurs, le genre de sanglots fatigués et accablés qui brisent le cœur d'un parent. J'ai tendu la main vers lui instinctivement, mais Vanessa a levé la main pour m'arrêter. Elle filmait toujours, essayant toujours de capturer ce qu'elle appelait maintenant un moment authentique de chaos de vacances. Elle semblait penser que la détresse de Lucas ajoutait de l'authenticité à son contenu, prouvant que ses célébrations familiales étaient réelles et non filtrées. Le visage de David était devenu complètement immobile, l'expression qu'il portait lorsqu'il gérait des situations difficiles dans son commandement.
Il regardait Vanessa avec l'attention particulière qu'il réservait habituellement à l'évaluation des menaces potentielles. Je pouvais le voir calculer, peser les options, et essayer de trouver la solution diplomatique qui protégerait son fils sans créer un conflit plus important. J'ai essayé à nouveau de tendre la main vers Lucas, et Vanessa m'a de nouveau arrêté. Cette fois, elle a été plus directe, expliquant que j'étais dramatique et qu'un peu de pleurs n'avait jamais fait de mal à personne. Elle m'a rappelé qu'elle avait de l'expérience avec les enfants, ayant fait du babysitting tout au long du lycée, et que parfois les parents devaient relâcher leurs instincts de surprotection. Les pleurs de Lucas se sont intensifiés, les lamentations désespérées d'un bébé qui avait atteint sa limite. Le son a rempli la salle à manger, rivalisant avec les commentaires continus de Vanessa sur l'acceptation du chaos de la vie de famille. Elle semblait inconsciente du fait que tous les autres à la table avaient cessé de manger, cessé de faire semblant de s'amuser, cessé de participer à sa performance. C'est alors que c'est arrivé. Vanessa, clairement frustrée que les pleurs de Lucas submergent son audio et perturbent son segment soigneusement planifié, s'est penchée sur la table vers la chaise haute. Sa main a bougé si rapidement que pendant un moment, je n'étais pas sûr de ce que j'avais vu. Le bruit sec de sa paume contre la joue de Lucas a résonné dans la pièce soudainement silencieuse. Les pleurs de Lucas se sont arrêtés instantanément, remplacés par un silence choqué qui a eu l'impression que l'air était aspiré de la pièce. Puis vint un gémissement différent de tout ce que je lui avais jamais entendu, un son de pure perplexité et de douleur qui semblait percer directement mon âme. Sa petite joue rougissait déjà à l'endroit où elle l'avait frappé. Personne n'a bougé. Patricia est restée figée avec sa fourchette à mi-chemin de sa bouche. Les yeux de Robert étaient grands ouverts de choc, mais il est resté sur sa chaise. Le caméraman a continué à filmer, apparemment incertain de savoir s'il devait s'arrêter. Vanessa elle-même semblait momentanément stupéfaite par ce qu'elle avait fait, ses mains toujours tendues sur la table. Mais David a bougé. Il s'est levé de sa chaise avec la précision maîtrisée de quelqu'un qui avait passé des années à s'entraîner à des situations de haute pression. Il n'y a pas eu de précipitation, pas d'explosion soudaine de mouvement, juste le déploiement délibéré d'un homme qui avait pris une décision. Son corps de 1m90 semblait remplir la pièce lorsqu'il s'est levé, son uniforme de cérémonie le faisant paraître encore plus imposant dans la salle à manger soudainement silencieuse. Sa voix, lorsqu'il a parlé, était calme mais portait le genre d'autorité qui faisait écouter les gens sans question. Éteignez la caméra. Ce n'était pas une demande. Le caméraman s'est immédiatement exécuté, la lumière rouge d'enregistrement disparaissant alors que la pièce tombait dans un silence encore plus profond. David a fait le tour de la table jusqu'à l'endroit où Lucas était assis en sanglotant dans sa chaise haute. Il a soulevé notre fils avec la compétence douce d'un père qui l'avait réconforté pendant d'innombrables nuits, le tenant contre sa poitrine et murmurant de douces assurances. Les pleurs de Lucas ont commencé à s'apaiser, presque immédiatement réduits à des sanglots entrecoupés de hoquets alors qu'il enfouissait son visage contre l'épaule de David. « Vanessa » a dit David, sa voix toujours calme, mais avec un ton qui a fait s'asseoir tout le monde dans la pièce plus droit, « Vous venez de frapper mon fils en bas âge. » Il a fait une pause, laissant les mots flotter dans l'air. « Je dois que vous m'expliquiez pourquoi vous avez pensé que c'était acceptable. » Le visage de Vanessa avait traversé plusieurs changements de couleur, du choc pâle au rouge défensif. Il était perturbateur, a-t-elle dit, sa voix plus aiguë que d'habitude. J'essayais de lui apprendre que les pleurs ne sont pas appropriés à table. Parfois, les enfants ont besoin de limites claires. Il a 6 mois, a répondu David, toujours sur ce ton étrangement calme. Il ne comprend pas les limites. Il comprend que quelqu'un l'a blessé. Il a ajusté doucement Lucas, vérifiant sa joue où une légère marque rouge était encore visible. Et vous l'avez frappé assez fort pour laisser une marque. La pièce est restée figée en tableau, tout le monde attendant de voir ce qui allait se passer ensuite. Patricia a finalement retrouvé sa voix, bien qu'elle soit sortie comme un murmure. Vanessa, chérie, tu n'aurais pas dû. Non, a interrompu David, ne haussant pas la voix, mais commandant d'une certaine manière une attention immédiate. Ne minimisez pas cela. N'excusez pas cela. Et n'osez pas suggérer que ce qui vient de se passer était acceptable de quelque manière que ce soit. Il a reporté son attention sur Vanessa, qui regardait maintenant autour de la pièce comme si elle cherchait un soutien qui ne venait pas. Vous allez emballer votre équipement et partir maintenant. Et vous ne vous approcherez plus de ma famille tant que vous ne pourrez pas m'expliquer comment vous comptez vous assurer que cela ne se reproduise plus. La bouche de Vanessa s'est ouverte et fermée plusieurs fois avant que les mots ne sortent. Vous ne pouvez pas simplement, je veux dire, c'est ma famille, aussi. Vous ne pouvez pas me bannir des réunions de famille.
Sa voix gagnait en force au fur et à mesure qu'elle parlait, la colère défensive remplaçant le choc. Vous êtes complètement déraisonnable. C'était à peine une tape. Vous agissez comme si j'avais commis un crime terrible. L'expression de David n'a pas changé, mais quelque chose dans sa posture a changé. Quiconque avait servi sous son commandement aurait reconnu les signes avant-coureurs. À peine une tape qui a laissé une marque sur le visage de mon fils en bas âge, a-t-il dit, une tape administrée parce qu'il pleurait, ce qui est littéralement la seule façon dont les bébés ont de communiquer leur détresse. Il a regardé autour de la table, son regard se posant sur chaque membre de la famille à tour de rôle. Et aucun d'entre vous n'a bougé pour l'arrêter. Aucun d'entre vous n'a dit un mot. Vous êtes tous restés assis ici à regarder quelqu'un frapper un bébé, et vous essayez maintenant de minimiser cela parce que c'est de la famille. La vérité de ces mots s'est abattue sur la pièce comme une lourde couverture. Le visage de Patricia s'est effondré avec quelque chose qui aurait pu être de la honte. Robert a finalement levé les yeux de son assiette, bien qu'il ne puisse toujours pas tout à fait croiser le regard de David. La colère défensive de Vanessa faiblissait, étant remplacée par quelque chose qui ressemblait presque à une reconnaissance de ce qu'elle avait fait. Mais il était trop tard pour la reconnaissance. David avait pris sa décision. « Nathalie » a-t-il dit, se tournant vers moi avec une expression douce. « Allons emballer les affaires de Lucas. Nous partons. » Il a fait une pause, regardant en arrière la famille qui venait de révéler sa vraie nature. « Et nous ne reviendrons pas. » Je me suis levé sur des jambes tremblantes, tout mon corps traitant encore ce qui s'était passé. Lucas était calme maintenant dans les bras de David, mais je pouvais voir la confusion dans ses grands yeux, la façon dont il continuait à toucher sa joue où Vanessa l'avait frappé. La vue de cela a envoyé une vague de fureur protectrice à travers moi que je n'avais jamais ressentie auparavant. Alors que je rassemblais nos affaires dans la chambre d'amis, je pouvais entendre des voix de la salle à manger, celle de Vanessa élevée dans ce qui ressemblait à une justification et une déviation, celle de Patricia suppliante et conciliante, celle de David toujours calme mais inébranlable. Au moment où je suis revenu avec notre sac de nuit, la conversation était terminée. David était debout près de la porte d'entrée avec Lucas, notre sac à couche déjà sur son épaule. Son visage était figé dans l'expression que j'avais appris signifiait que la discussion était terminée et que la décision était finale. Vanessa était près de l'embrasure de la porte de la salle à manger, son visage taché de larmes et de colère, tandis que Patricia planait à proximité, se tordant les mains. « C'est insensé » a crié Vanessa alors que nous nous dirigions vers la porte. « Vous détruisez notre famille pour rien. Pour absolument rien. Il va bien. Regardez-le. Il ne pleure même plus. » David s'est arrêté au seuil et s'est retourné une dernière fois. « Le fait que vous pensiez que frapper un bébé n'est rien me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur votre jugement, » a-t-il dit. Et le fait que le reste de cette famille soit prêt à excuser cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur leurs priorités. Il a ouvert la porte et m'a fait signe de passer devant lui. Alors que nous marchions vers notre voiture, je pouvais entendre Patricia nous appeler, nous suppliant de revenir, d'en parler, de ne pas laisser un incident ruiner les vacances. Mais la foulée de David n'a jamais faibli, et la mienne non plus. Nous avons conduit en silence jusqu'à la maison, Lucas dormant paisiblement dans son siège auto, sa joue ne portant plus que la plus légère marque rose à l'endroit où Vanessa l'avait frappé. Les mains de David serraient fermement le volant, sa mâchoire toujours figée dans cette ligne sombre qui signifiait qu'il était en train de surmonter quelque chose de difficile. Ce n'est que lorsque nous étions en sécurité dans notre propre maison, Lucas nourri et installé dans son berceau, que tout le poids de ce qui s'était passé m'a frappé. Je me suis assise sur notre canapé, portant encore la robe que j'avais choisie avec soin pour le dîner de Noël, et j'ai commencé à pleurer, non seulement pour ce qui s'était passé ce soir-là, mais pour toutes les années à me sentir invisible, rejeté et ignoré par des personnes qui étaient censées m'aimer inconditionnellement. David s'est assis à côté de moi et m'a serré contre lui sans rien dire. Il comprenait que parfois il n'y avait pas de mots adéquats pour la situation, que parfois le réconfort consistait simplement à être présent et stable pendant que quelqu'un traitait sa douleur. « Je suis fier de toi », ai-je finalement murmuré contre son épaule. « Pourquoi ? Pour t'être levé, pour l'avoir protégé, pour ne pas les avoir laissés minimiser ce qui s'est passé. » Je me suis reculé pour le regarder. Je ne pense pas que quelqu'un m'ait jamais défendu comme ça auparavant. Son expression s'est adoucie d'une manière qui était réservée uniquement aux moments calmes entre nous. C'est ce que fait la famille, la vraie famille. Ils se protègent les uns les autres. Ils n'excusent pas la maltraitance et ils ne vous demandent pas de tolérer l'intolérable pour le bien de la paix. Plus tard dans la nuit,
Alors que j'étais éveillé à revivre les événements de la soirée, j'ai réalisé que David avait raison sur plus que ce simple moment. Ce n'était pas un incident isolé. C'était le point culminant d'une vie d'expérience avec des personnes qui exigeaient mon silence, mon accommodation, ma volonté d'accepter moins que ce que je méritais. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, quelqu'un s'était levé. Quelqu'un avait dit non. Quelqu'un avait clairement indiqué que le comportement était inacceptable et qu'il y aurait des conséquences. Et alors que je m'endormais à côté de mon mari avec notre bébé en sécurité dans la pièce d'à accent grave côté, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années en ce qui concerne ma famille, non pas la paix fragile qui vient d'éviter le conflit, mais la paix solide qui vient de savoir que vos limites sont respectées et que votre valeur est reconnue. Ce que je ne savais pas encore, c'est que ce n'était que le début. Les événements de ce dîner de Noël allaient déclencher une série de découvertes qui allaient changer tout ce que je pensais savoir sur ma famille, mon passé et ma propre force. Mais pour cette nuit, il suffisait de savoir que quelqu'un s'était enfin levé pour ce qui était juste. La guerre commencerait 3 jours plus tard par un appel téléphonique. David nourrissait Lucas avec son biberon du matin, et je regardais les cadeaux de Noël intacts encore emballés sous notre arbre. La voix de Patricia semblait tendue, presque haletante, comme si elle avait répété ce qu'elle allait dire. « Nathalie, chérie, je sais que tu es contrariée, mais nous devons parler de ce qui s'est passé. » Vanessa se sent terriblement mal à propos de tout. Elle n'a pas du tout dormi de la nuit dernière. Elle veut s'excuser correctement, mais elle ne peut pas le faire si tu ne réponds pas à son appel. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille pendant un moment, regardant à travers la cuisine David, qui me regardait avec inquiétude. Lucas émettait des sons gargouillants joyeux en buvant, complètement inconscient de la tension qui crépitait dans la maison. La marque rouge sur sa joue s'était estompée jusqu'à devenir à peine visible, mais je pouvais encore la voir si je regardais d'assez près. « Maman », ai-je finalement dit. « Elle a frappé mon bébé. Elle a frappé un enfant de 6 mois parce qu'il pleurait. Je ne suis pas sûr de ce qu'il y a à discuter. Elle l'a à peine touché, Nathalie. Tu en fais quelque chose de beaucoup plus important que ce que c'était. Les gens font des erreurs quand ils sont stressés. Tu sais à quel point son travail est important pour elle et le fait que le tournage ait été perturbé son travail. » J'ai interrompu, sentant la chaleur monter dans ma poitrine. Maman, elle a giflé Lucas au visage parce qu'il interférait avec son contenu de médias sociaux. Entends-tu ce que ça donne? La voix de Patricia est venue à travers le téléphone comme de la statique. Tu as toujours été dramatique à propos de ces choses, ma chérie. Depuis que tu es petite, tu as exagéré les situations. Vanessa essayait juste de lui enseigner des limites. Parfois, les enfants ont besoin d'une direction ferme. L'expression m'a frappé comme de l'eau froide, tu as toujours été dramatique. Combien de fois avais-je entendu ces mots en grandissant? Combien de fois mes préoccupations légitimes avaient-elles été rejetées avec cette explication exacte? Je me suis retrouvé à serrer le téléphone plus fort que nécessaire. Il a 6 mois, maman. Il ne comprend pas les limites. Il comprend que quelqu'un lui a fait mal pour avoir exprimé un besoin fondamental. Maintenant, tu ressembles à David, a dit Patricia, et il y avait quelque chose dans son ton qui m'a fait faire une pause. Il a toujours été très rigide en ce qui concerne les règles et les procédures. Les militaires le sont souvent, mais les familles fonctionnent différemment de l'armée. Nathalie, les familles exigent de la flexibilité et du pardon. David a levé les yeux du biberon de Lucas, un sourcil levé. Il avait évidemment entendu suffisamment de la conversation pour entendre son nom être mentionné. Je pouvais le voir prendre des notes mentales comme il le faisait lorsqu'il recueillait des renseignements sur une situation qui pourrait nécessiter un plan stratégique. Qu'est-ce que David a à voir avec ça? Ai-je demandé. Eh bien, c'est lui qui a fait la grande scène, a dit Vanessa. Il était complètement déraisonnable, donnant des ordres aux gens comme s'il commandait des troupes. Elle a dit qu'il avait menacé de la bannir de la famille. La voix de Patricia s'est estompée comme si elle ne trouvait pas de mots pour dire à quel point elle trouvait le comportement de David inapproprié. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans mon estomac. Maman, David a protégé notre fils de quelqu'un qui venait de le frapper. C'est ce que font les pères. C'est ce que n'importe qui devrait faire quand il voit un enfant se faire mal. Mais Vanessa est de la famille, ma chérie. La famille signifie donner aux gens une seconde chance. Cela signifie ne pas laisser une erreur détruire des relations qui ont été bâties sur des décennies. David ne comprend pas cela parce qu'il n'a pas grandi avec nous. Il ne sait pas comment nous gérons les choses.
La conversation s'est poursuivie pendant encore 10 minutes, chaque échange me faisant me sentir plus désorienté. Patricia a brossé un tableau des événements qui ressemblait peu à ce dont j'avais été témoin. Dans sa version, Vanessa avait à peine pris contact avec Lucas. Tout le monde avait réagi de manière excessive, et David avait transformé un désaccord familial mineur en une crise majeure par son manque de flexibilité et sa perspective d'étranger sur la dynamique familiale. Quand j'ai finalement raccroché, David me regardait avec l'expression qu'il portait lors du débriefing après une mission difficile. « Laisse-moi deviner », a-t-il dit. « C'est de notre faute. » Selon ma mère, oui, Vanessa se sent terriblement mal, mais je suis dramatique, et tu es contrôlant parce que tu ne comprends pas comment les familles fonctionnent. David a posé le biberon vide de Lucas et l'a soulevé à son épaule pour le faire rôter. Et comment les familles fonctionnent-elles? Selon toi. Apparemment, ils fonctionnent en excusant la maltraitance et en attendant des victimes qu'elles soient compréhensives à ce sujet. Je me suis affaissé contre le comptoir de la cuisine, me sentant épuisé bien que je sois éveillé depuis moins de 2 heures. Elle a vraiment dit que tu ne comprenais pas la dynamique familiale parce que tu n'as pas grandi avec eux. Elle a raison à ce sujet, a dit David calmement. Je n'ai pas grandi avec eux. J'ai grandi dans une famille où les adultes protégeaient les enfants au lieu de trouver des excuses aux personnes qui leur faisaient mal. La différence m'a frappé avec une force inattendue. La famille de David avait ses propres défis, mais je n'avais jamais entendu ses parents rejeter la maltraitance ou demander aux victimes d'être plus compréhensives envers leur agresseur. Quand sa grand-mère, Eleanor, était vivante, elle avait été farouchement protectrice envers tous ses petits-enfants, ne tolérant jamais quiconque essaie de leur faire du mal physiquement ou émotionnellement. Le téléphone a sonné à nouveau 1 heure plus tard. Cette fois, c'était Robert, mon père, qui parlait sur le ton prudent qu'il utilisait lorsqu'il essayait de servir de médiateur dans les conflits familiaux. Il avait clairement été briefé sur ce qu'il fallait dire, probablement par Patricia, parce que ces mots avaient une qualité répétée qui ne correspondait pas à son style de communication éparpillé habituel. Nathalie, je pense que nous devons tous prendre du recul et examiner cette situation de manière plus objective. Ta mère m'a parlé de sa conversation avec toi ce matin, et il semble qu'il pourrait y avoir une certaine mauvaise communication sur ce qui s'est réellement passé hier. Papa, il n'y a pas de mauvaise communication. Vanessa a frappé Lucas. Plusieurs personnes ont vu ça se produire. Il n'y a rien d'ambigu dans la situation. Eh bien, c'est justement ça. Vanessa a dit qu'elle essayait juste d'attirer son attention, peut-être de rediriger ses pleurs. Elle a dit qu'elle avait peut-être été un peu plus ferme que nécessaire, mais elle n'avait jamais l'intention de lui faire mal. Et honnêtement, en le regardant maintenant, il semble bien. Les enfants sont résilients. Je me suis retrouvé à regarder le plafond en essayant de traiter la dissonance cognitive d'avoir mon propre père qui m'explique ce qui était arrivé à mon propre enfant. Papa, l'intention n'a pas d'importance quand on parle de frapper un bébé. L'impact compte. Le fait qu'elle ait pensé que le frapper était une réponse appropriée aux pleurs compte. Mais c'est ça le truc, ma chérie. Elle n'a pas d'expérience avec les bébés. Elle essayait juste d'aider sur le moment. Parfois, les gens font de mauvais choix quand ils essaient de gérer des situations inconnues. La conversation a suivi le même schéma que celle avec Patricia. Chaque préoccupation que j'ai soulevée a été accueillie avec une explication de pourquoi ce n'était pas vraiment un problème. Chaque fois que j'essayais de centrer le bien-être de Lucas, la discussion était redirigée vers les sentiments de Vanessa, son inexpérience, ses niveaux de stress, ses bonnes intentions. Au moment où Robert a raccroché, j'avais l'impression de perdre pied avec la réalité. Avais-je mal compris ce qui s'était passé? Réagissais-je de manière excessive à quelque chose qui était vraiment mineur? Les voix de mes parents, des personnes en qui j'avais confiance toute ma vie, me disaient que mes perceptions étaient fausses, que mes instincts protecteurs étaient mal avisés, que la réaction de mon mari avait été disproportionnée. David m'a trouvé assise à la table de la cuisine, regardant mon téléphone avec une expression qu'il m'a dit plus tard ressemblait à un choc post-traumatique. Il avait fini d'installer Lucas pour sa sieste du matin et était venu voir comment j'allais, reconnaissant immédiatement que quelque chose avait changé pendant la deuxième conversation. « Qu'est-ce que ton père a dit ?» a-t-il demandé en s'asseyant en face de moi. Il a dit que Vanessa n'avait pas l'intention de faire mal à Lucas, qu'elle essayait juste d'aider, que peut-être elle avait été un peu plus ferme que nécessaire, mais que les enfants sont résilients. J'ai répété les mots sur un ton monocorde, comme si le fait de les dire pouvait m'aider à les comprendre. David est resté silencieux pendant un long moment, étudiant mon visage. Puis il a demandé, « Qu'est-ce que tu penses qu'il s'est passé hier ?»
La question m'a surprise, non pas parce que je ne connaissais pas la réponse, mais parce que personne d'autre ne m'avait demandé ce que je pensais. Tout le monde me disait ce que je devais penser, expliquer ce qui s'était réellement passé, corriger ma compréhension des événements dont j'avais été témoin de mes propres yeux. Je pense que ma sœur a frappé mon bébé parce qu'il pleurait, et cela interférait avec son tournage. Je pense que c'était assez fort pour laisser une marque et le choquer au point de le faire taire. Je pense que c'était complètement inapproprié et potentiellement nuisible. J'ai fait une pause, sentant une certaine clarté revenir en exprimant ma propre vérité à voix haute. Et je pense que mes parents sont plus intéressés à protéger Vanessa des conséquences qu'à protéger Lucas d'être blessé à nouveau. C'est ce que je pense. C'est ce que je pense aussi, a dit David. Alors, la question est, fais-tu confiance à tes propres perceptions, ou fais-tu confiance aux personnes qui te disent que ce que tu as vu ne s'est pas vraiment passé? C'était une question juste, mais aussi dévastatrice. Les personnes qui me demandaient de douter de mes propres perceptions étaient mes parents, des personnes qui avaient façonné ma compréhension du bien et du mal pendant toute ma vie. La personne qui soutenait mes perceptions était mon mari, quelqu'un que je connaissais depuis 5 ans, mais qui avait toujours fait preuve d'un meilleur jugement et de limites morales plus claires que ma famille d'origine. Le troisième appel téléphonique est arrivé cet après-midi, et cette fois, c'était Vanessa elle-même. Sa voix était étouffée par les larmes, tremblant de ce qui ressemblait à une émotion authentique. C'était la sœur dont je me souvenais de mon enfance, vulnérable et cherchant à établir un lien, plutôt que la personnalité d'influenceuse polie qu'elle avait développée au fil des ans. Nathalie, je me sens si horrible à propos de ce qui s'est passé. Je n'ai pas été capable de manger ou de dormir depuis hier. Je n'arrête pas de le rejouer dans ma tête, me demandant comment j'aurais pu gérer les choses différemment. Pendant un moment, j'ai senti une lueur d'espoir. Peut-être que ce serait la conversation où elle reconnaîtrait ce qui s'était passé et assumerait la responsabilité de ses actions. Peut-être que nous pourrions trouver un moyen d'aller de l'avant qui n'exigerait pas de la couper complètement de nos vies. Je suis contente que tu aies appelé, Vanessa. Lucas va bien, mais j'ai été vraiment choquée par ce qui s'est passé. J'ai besoin de comprendre pourquoi tu as pensé que frapper était une réponse appropriée à ses pleurs. C'est justement ça, a-t-elle dit, sa voix gagnant en force. Je ne pense pas que je l'ai vraiment frappé. Je pense que j'ai juste touché sa joue pour attirer son attention. Et peut-être parce que tout le monde était si tendu à propos du tournage, cela a semblé plus important que ce que c'était. Tu sais comment ces choses peuvent être exagérées quand les émotions sont à vif. L'espoir que j'avais ressenti quelques instants plus tôt s'est évaporé instantanément. Elle n'appelait pas pour s'excuser ou assumer la responsabilité. Elle appelait pour continuer le récit familial selon lequel ce dont j'avais été témoin ne s'était pas vraiment produit. Vanessa, il y a eu un son lorsque ta main est entrée en contact avec son visage. Il y avait une marque sur sa joue. Il est passé des pleurs à un silence complet sous le choc avant de commencer à gémir. Ce n'est pas un toucher doux pour attirer l'attention de quelqu'un. Mais c'est ce que j'essaie de te dire. Je pense que la perception de tout le monde a été déformée par le stress de la situation, les caméras, le tournage interrompu, la réaction de David. Tout cela a créé cette atmosphère où une interaction normale a été interprétée comme quelque chose de beaucoup plus grave. Je me suis retrouvé à serrer le téléphone si fort que mes jointures sont devenues blanches. Es-tu en train de dire que j'ai imaginé la marque sur le visage de mon bébé? Je dis que peut-être ce qui ressemblait à une marque n'était que la rougeur naturelle qui vient des pleurs. Peut-être que ce qui ressemblait à une gifle n'était que le son du contact qui a semblé plus fort parce que la pièce était si calme. Peut-être que ce qui a semblé être une grosse affaire sur le moment n'est pas aussi grave qu'il n'y paraissait. La conversation a continué dans cette veine pendant encore 20 minutes. Vanessa avait élaboré un récit alternatif où ses actions avaient été tout à fait raisonnables et où les réactions de tous les autres avaient été excessives. Elle s'était convaincue qu'elle était victime d'un malentendu, peut-être même d'une conspiration pour la faire paraître mal. Quand j'ai finalement mis fin à l'appel, j'avais l'impression de me battre avec de la fumée. Chaque fois que j'essayais de cerner ce qui s'était réellement passé, elle redirigeait la conversation vers des interprétations, des perceptions et des explications alternatives qui rendaient mes propres souvenirs peu fiables. David m'a trouvé dans la chambre de Lucas, debout au-dessus de son berceau et le regardant dormir. Il était couché sur le dos, un petit point recroquevillé près de son visage, complètement paisible et confiant. La vue de lui si petit et sans défense a cristallisé quelque chose en moi qui se construisait depuis toute la journée. Elle me manipule, ai-je dit sans me retourner. Ils le font tous. Ils essaient de me faire croire que ce que j'ai vu ne s'est pas vraiment passé.
Oui, a dit David calmement. Ils le font. Pourquoi ferait-il ça? Pourquoi ma propre famille essaierait-elle de me faire douter de mes propres perceptions à propos de quelque chose d'aussi grave? David s'est joint à moi au berceau, nous regardant tous les deux notre fils dormir. Parce que reconnaître ce qui s'est réellement passé les obligerait à agir. Ils ne sont pas prêts à le faire. Cela signifierait tenir Vanessa responsable, ce qui pourrait perturber leur dynamique familiale. Cela signifierait admettre qu'ils n'ont pas réussi à protéger Lucas, ce qui les obligerait à examiner leur propre comportement. Alors au lieu de cela, ils font de moi le problème. Au lieu de cela, ils font de moi le problème. Le 4e appel est arrivé ce soir-là, juste au moment où David et moi nous installions pour regarder un film après avoir mis Lucas au lit. Cette fois, c'était à nouveau Patricia, mais son ton était passé de la supplication à la frustration. La diplomatie prudente de la conversation du matin avait été remplacée par quelque chose de plus tranchant. Nathalie, je réfléchis à notre conversation de ce matin, et je suis inquiète de la façon dont tu gères cette situation. Tu es très rigide et impitoyable, ce qui ne te ressemble pas. Je me demande si peut-être le stress de la nouvelle maternité n'affecte pas ton jugement. J'ai senti David se tendre à côté de moi sur le canapé. La suggestion que mon jugement était compromis par des problèmes postpartum était un coup particulièrement bas, et nous l'avons tous les deux reconnu comme tel. Maman, mon jugement est bon. Mes priorités sont claires. Protéger mon enfant des personnes qui pensent qu'il est acceptable de le frapper n'est pas négociable. Mais c'est exactement de ça dont je parle. Tu caractérises cela comme frapper alors que c'était clairement quelque chose de beaucoup moins grave. Tu crées un conflit là où il n'est pas nécessaire d'en créer. Tu fais des choix qui vont endommager les relations familiales de façon permanente à cause de quelque chose qui pourrait être résolu avec une communication de base et du pardon. À quoi ressemblerait la résolution pour toi? Ai-je demandé, réellement curieuse de savoir ce qu'elle pensait qu'un résultat acceptable serait. Vanessa s'excuse pour le malentendu. Tu acceptes qu'elle n'avait pas l'intention de faire de mal. David reconnaît que sa réaction a été excessive, et nous allons tous de l'avant avec une meilleure communication et plus de patience pour les différences de chacun. J'ai laissé cela s'installer pendant un moment. Dans la vision de la résolution de Patricia, tout le monde assumait une responsabilité égale pour ce qui s'était passé. Vanessa offrirait une non-excuse pour un malentendu plutôt qu'une reddition de compte pour ses actions. J'accepterais le blâme pour avoir mal interprété la situation. David admettrait avoir réagi de façon excessive à ce dont il avait été témoin, et Lucas, la victime réelle, serait complètement absent de la conversation sur la façon de réparer les choses. Qu'en est-il de Lucas? Ai-je demandé. À quoi ressemble la résolution pour lui? Que veux-tu dire? Je veux dire, quelle protection serait mise en place pour s'assurer que cela ne se reproduise plus? Quelles limites seraient établies pour le garder en sécurité lors des futures réunions de famille? Quelles mesures de responsabilisation garantiraient que Vanessa a bien traité? Pourquoi frapper un bébé n'est jamais acceptable? Patricia est restée silencieuse pendant un moment. Puis, avec colère, tu réfléchis trop. Il va bien. Il ne se souviendra de rien de tout ça. Tu crées un traumatisme là où il n'y en a pas. Et voilà, au cœur de notre désaccord fondamental. Dans la vision du monde de ma famille, le traumatisme n'existait que si la victime s'en souvenait clairement et pouvait articuler son impact. Un bébé qui ne pouvait pas former de souvenirs durables d'avoir été frappé ne pouvait pas être vraiment blessé par l'expérience. Le confort des adultes et l'harmonie familiale primaient sur la protection des enfants contre des expériences dont ils pourraient ne pas se souvenir. Après que j'ai raccroché, David et moi sommes restés assis en silence pendant plusieurs minutes. Le film que nous avions prévu de regarder est resté en pause sur l'écran d'ouverture pendant que nous traitions tous les deux ce qui devenait clair. Cela n'allait pas s'estomper. Ma famille n'allait pas comprendre pourquoi leur réaction était inadéquate, et nous allions devoir prendre des décisions sur la façon d'aller de l'avant avec des personnes qui étaient fondamentalement en désaccord avec nos valeurs fondamentales sur la protection des enfants. J'ai l'impression de devenir folle, ai-je finalement admis. 3 personnes différentes m'ont dit que ce que j'ai vu ne s'est pas vraiment passé. Les gens en qui j'ai eu confiance toute ma vie me demandent de douter de mes propres perceptions à propos de quelque chose d'aussi fondamental. C'est le but, a dit David. Ils ont besoin que tu doutes de toi-même parce que si tu fais confiance à ce que tu as vu, tu feras des choix qu'ils ne veulent pas que tu fasses. Si tu crois que Lucas a réellement été blessé, tu le protégeras des personnes qui pourraient le blesser à nouveau. Ils ne peuvent pas se permettre ça. Mais pourquoi?
Pourquoi protéger Vanessa des conséquences est-il plus important que de protéger Lucas d'être blessé? David est resté silencieux pendant longtemps, et je pouvais le voir traiter quelque chose de complexe. Finalement, il a dit, « Je pense que ta famille a passé beaucoup de temps à s'organiser autour de la gestion des besoins et des émotions de Vanessa. Elle est le centre de l'attention, la source du drame, la personne que tout le monde doit accommoder. Protéger ce système est plus important que de protéger les membres individuels qui le menacent. » Cette observation m'a frappé avec une précision inconfortable. En grandissant, les décisions familiales avaient souvent été prises en fonction de la façon dont elles affecteraient l'humeur, les plans et le niveau de confort de Vanessa. Les réunions de famille étaient organisées en fonction de sa disponibilité. Les conversations étaient modérées pour éviter les sujets susceptibles de la contrarier. Même mes propres réalisations avaient été minimisées si elles menaçaient d'éclipser son dernier projet ou sa dernière réussite. J'avais accepté cette dynamique comme normale, voire saine. Les familles soutenaient leurs membres les plus sensibles, faisaient des concessions aux personnes qui avaient besoin d'une attention particulière, privilégiaient l'harmonie par rapport aux préférences individuelles. Il ne m'était jamais venu à l'esprit que ce système de soutien pouvait devenir si enraciné qu'il donnerait la priorité au confort de Vanessa par rapport à la sécurité d'un bébé. Le dernier appel de la journée est arrivé vers minuit. J'étais déjà au lit, mais toujours éveillé, à rejouer les conversations et à essayer de comprendre la position que ma famille me demandait d'adopter. Quand j'ai vu le nom de Vanessa sur l'identifiant de l'appelant, j'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a fait décrocher. Peut-être la curiosité de savoir si son approche serait différente dans cette conversation de fin de soirée. « Nathalie, je sais qu'il est tard, mais je n'arrivais pas à dormir. Je n'arrête pas de penser à la façon de réparer ce gâchis. » Sa voix était plus douce qu'elle ne l'avait été plus tôt, moins sur la défensive et plus triste. « Tu me manques. Les moments de complicité avec toi comme quand nous étions enfants me manquent. » Pendant un moment, j'ai ressenti un pincement de nostalgie pour la relation que nous avions eue avant que la vie ne devienne compliquée. Il y avait eu des années où Vanessa et moi étions vraiment proches, où sa créativité et son énergie m'avaient semblé inspirantes plutôt qu'accablantes, où son attention m'avait semblé être un cadeau plutôt qu'une performance. Ça me manque aussi, ai-je dit honnêtement. Mais j'ai besoin que tu comprennes pourquoi hier était si grave. Lucas est mon bébé, et le fait de voir quelqu'un lui faire du mal a déclenché tous mes instincts protecteurs. Je comprends ça. Vraiment. Et je ne lui ferai jamais intentionnellement de mal. Tu dois savoir ça de moi. Peut-être que j'étais trop concentré sur le tournage. Peut-être que je ne pensais pas clairement, mais je ne ferai jamais délibérément de mal à un enfant. Cela ressemblait à un progrès. Cette reconnaissance que son jugement avait été compromis et que ses actions avaient été inappropriées. Pour la première fois de la journée, j'ai eu l'impression que nous pourrions être en mesure de trouver un terrain d'entente. Merci d'avoir dit ça. Je sais que tu ne lui ferais pas de mal intentionnellement, mais l'impact compte autant que l'intention. Et l'impact a été qu'il a été blessé. Ce dont j'ai besoin, c'est d'une certaine assurance que tu comprends pourquoi cela s'est produit et comment éviter que cela ne se reproduise. Bien sûr. Je pense que ce que je dois faire, c'est être plus attentive quand je suis entouré d'enfants, surtout quand je suis stressé ou que je travaille. Peut-être que je devrais demander de l'aide au lieu d'essayer de gérer les situations toute seule. Ce n'était pas une reconnaissance complète de ce qui s'était passé, mais cela ressemblait à un mouvement dans la bonne direction. Nous avons parlé pendant quelques minutes de plus de limites et de communication, des défis liés à l'équilibre entre le temps passé en famille et les responsabilités professionnelles, des ajustements que nous devrions tous faire à mesure que Lucas grandissait. Quand nous avons raccroché, je me suis senti prudemment optimiste pour la première fois depuis le dîner de Noël. Peut-être que cela pourrait être réglé. Peut-être que nous pourrions établir des limites claires et reconstruire progressivement la confiance. Peut-être que les relations n'auraient pas à être endommagées de façon permanente par un terrible moment. Mais le lendemain matin a apporté un message texte qui a brisé tout espoir de réconciliation que j'avais eu. Il provenait de Chloé Martinez, notre voisine à Fort Henderson, qui était devenue une amie proche au cours de la dernière année. Le message était bref mais dévastateur, j'ai vu l'histoire Instagram de Vanessa. Ça va? J'ai ouvert Instagram avec des mains tremblantes, naviguant vers le compte de Vanessa. L'histoire était intitulée « Drame familial et aller de l'avant », et c'était un récit soigneusement élaboré sur les défis liés à la fusion de familles avec des styles parentaux différents. Elle a parlé des difficultés des réunions de vacances, du stress lié à la documentation des moments en famille et de l'importance du pardon et de la grâce lorsque des malentendus se produisent. Selon sa version des événements,
il y avait eu un désaccord mineur sur le comportement approprié au dîner, exacerbé par une mauvaise communication et des attentes différentes. Elle s'est dépeinte comme quelqu'un qui essayait d'aider un bébé difficile et qui avait été mal comprise par des parents surprotecteurs qui ne connaissaient pas la dynamique de la famille élargie. Elle n'a jamais mentionné avoir frappé Lucas, n'a jamais reconnu qu'un préjudice avait été causé et a qualifié tout le conflit d'expérience d'apprentissage sur la communication familiale. Les commentaires étaient massivement favorables. Ses abonnés ont loué sa maturité, sa grâce sous la pression, son engagement envers les relations familiales malgré des circonstances difficiles. Plusieurs personnes ont partagé leurs propres histoires de conflits de belles familles et de désaccords parentaux, offrant des conseils sur l'établissement de limites et la gestion des différentes philosophies parentales. J'ai fait une capture d'écran de toute l'histoire avant qu'elle ne disparaisse, puis je suis resté assise à regarder mon téléphone avec incrédulité. Moins de 12 heures après ce qui avait semblé être une conversation décisive sur la responsabilisation et la prévention, Vanessa avait publiquement recadré tout l'incident comme un malentendu causé par ma réaction excessive et l'inflexibilité de David. Elle avait pris la conversation privée que nous avions eue au sujet de son mauvais jugement et de ses niveaux de stress et l'avait transformée en un récit public sur les attentes déraisonnables des autres. Elle s'était positionnée comme la victime d'un drame familial plutôt que comme l'adulte qui avait frappé un bébé. Et elle avait fait tout cela en maintenant une dénégation plausible, ne mentant jamais techniquement tout en ne disant jamais la vérité. Quand David est rentré de sa course matinale et m'a trouvé en train de pleurer à la table de la cuisine, je lui ai montré le téléphone sans rien dire. Il a lu l'histoire Instagram 2 fois, son expression devenant plus sombre à chaque phrase. « Elle t'a manipulé ?» a-t-il finalement dit. L'appel de fin de soirée, la reconnaissance apparente de responsabilité, la promesse d'être plus attentive, tout cela a été conçu pour obtenir des informations qu'elle pourrait utiliser pour élaborer ce récit. Je me sentais idiote d'avoir cru que la conversation représentait un remords ou une croissance authentique. Mais plus que cela, je me sentais trahi par quelqu'un que j'avais aimé et en qui j'avais confiance depuis l'enfance, quelqu'un qui avait utilisé ma volonté de lui donner une autre chance comme une occasion de manipuler davantage la situation. Le téléphone a recommencé à sonner, mais cette fois, je n'ai pas répondu. Je pouvais voir que c'était Patricia, probablement en train d'appeler pour discuter de l'histoire Instagram de Vanessa et m'encourager à la voir comme un pas positif vers la résolution, mais j'en avais assez d'écouter des explications sur les raisons pour lesquelles mes perceptions étaient fausses et mes limites étaient déraisonnables. Au lieu de cela, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant dans un conflit familial. J'ai commencé à tout documenter. J'ai écrit exactement ce qui s'était passé au dîner de Noël, y compris des citations directes de toutes les personnes impliquées. J'ai enregistré des captures d'écran de l'histoire Instagram de Vanessa et des commentaires de soutien de ses abonnés. J'ai pris des notes sur chaque conversation téléphonique, y compris le langage spécifique que les membres de ma famille avaient utilisé pour minimiser l'incident et remettre en question mon jugement. Pour la première fois de ma vie, je traitais ma famille comme des adversaires potentiels plutôt que comme des alliés de confiance. Et en organisant la preuve de leur manipulation et de leur gaslighting, j'ai commencé à comprendre que ce schéma se produisait depuis beaucoup plus longtemps que ces derniers jours. C'est ainsi qu'ils avaient toujours géré les conflits qui menaçaient leur récit préféré. C'est ainsi qu'ils avaient toujours géré les situations où le comportement de Vanessa créait des problèmes pour les autres. C'est ainsi qu'ils m'avaient entraîné pendant des décennies à douter de mes propres perceptions et à privilégier l'harmonie familiale par rapport à mon propre bien-être. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, la victime n'était pas seulement moi. C'était mon fils en bas âge, quelqu'un qui ne pouvait pas se défendre ou choisir de s'éloigner d'une situation nuisible. Cette fois, j'avais un partenaire qui soutenait mes perceptions et validait mes préoccupations au lieu de me demander d'être plus compréhensive envers les personnes qui nous avaient fait du mal. Et cette fois, j'allais riposter. Le processus de documentation a révélé des schémas que je n'avais pas consciemment reconnus auparavant. En parcourant d'anciens messages textes et des publications sur les médias sociaux, une image claire a émergé de la façon dont ma famille gérait les conflits depuis des années. Chaque fois que Vanessa créait un problème, le même cycle se déroulait, choc initial, suivi d'explications et d'excuses, puis pression sur tout le monde pour qu'il s'adapte à sa version des événements. J'ai trouvé un fil de discussion de 2 ans plus tôt lorsque Vanessa était arrivée avec 4 heures de retard aux funérailles de notre grand-mère Eleanor parce qu'elle avait filmé une collaboration avec une marque de maquillage. Au lieu d'aborder son manque de respect, la famille avait passé toute la réception à discuter de la façon dont le deuil affecte les gens différemment et de la façon dont nous gérons tous la perte à notre façon. Mes sentiments blessés concernant son absence pendant les parties les plus importantes de la cérémonie avaient été recadrés comme de l'égoïsme pendant une période difficile.
Un autre fil de discussion du printemps dernier a révélé un schéma similaire lorsque Vanessa avait emprunté la voiture de Patricia et l'avait rendue avec des dommages importants résultant de ce qu'elle avait appelé un incident mineur de stationnement. La réclamation d'assurance a révélé des milliers de dollars de réparation, mais la conversation familiale s'est concentrée sur la façon dont les accidents se produisent et sur la façon dont les biens matériels ne valaient pas la peine d'endommager les relations. Patricia avait fini par payer elle-même la franchise au lieu de demander à Vanessa d'assumer la responsabilité. Plus je regardais, plus il devenait clair que j'avais été formé à accepter cette dynamique comme un comportement familial normal. J'avais appris à minimiser mes propres besoins, à remettre en question mes propres perceptions et à privilégier le confort de tous les autres par rapport à mon propre bien-être. L'incident du dîner de Noël n'était pas une anomalie. C'était l'exemple le plus extrême d'un schéma qui façonnait ma vie depuis des décennies. David m'a trouvé à la table de la cuisine, entouré de captures d'écran imprimées et de notes manuscrites, en train de créer ce qui ressemblait à un dossier pour une enquête criminelle. Il s'est versé du café et s'est assis en face de moi, étudiant la preuve organisée que j'avais étalée sur la surface. Cela ressemble à une collecte de renseignements, a-t-il observé. C'est exactement ce que c'est. J'essaie de comprendre comment ils font ça, comment ils réussissent constamment à me faire sentir que je suis le problème alors que ce sont eux qui causent du tort. J'ai fait un geste vers une chronologie que j'avais créé des conflits familiaux au cours des 5 dernières années. Regarde ce schéma. À chaque fois, la même chose s'est produite. David a examiné la chronologie, notant les éléments récurrents, incidents, déni, recadrage, pression pour pardonner, acceptation éventuelle du récit familial. C'est sophistiqué. Ils ont créé un système qui protège Vanessa des conséquences tout en formant tous les autres à douter de leur propre jugement. Mais pourquoi moi spécifiquement? Pourquoi suis-je toujours celle à qui on demande d'être plus compréhensive, plus indulgente, plus flexible? Parce que tu es celle qui remet en question. Tu es celle qui remarque quand les choses ne s'additionnent pas. Tu es celle qui pose des questions inconfortables. Il a pointé du doigt plusieurs incidents sur ma chronologie. Regarde ceci. Dans tous les cas, tu as été la personne qui a initialement dénoncé le comportement problématique. Ils ont besoin de te neutraliser parce que tu es la menace pour leur système. L'observation m'a frappé avec une précision inconfortable. J'avais toujours été le membre de la famille qui soulignait les incohérences, qui demandait pourquoi certains comportements étaient acceptables, qui insistait pour que les responsabilités soient prises lorsque les choses tournaient mal. Je me considérais comme utile, comme quelqu'un qui voulait améliorer la dynamique familiale en abordant directement les problèmes. Mais du point de vue de la famille, j'étais une perturbatrice qui menaçait leur équilibre soigneusement maintenu. Mon téléphone a vibré avec un autre texto de Patricia. Chérie, j'ai vu que tu as lu l'histoire Instagram de Vanessa. J'espère que tu peux voir qu'elle essaie vraiment d'aller de l'avant de manière positive. Peut-être que nous pourrions tous nous réunir ce week-end pour parler de tout ça calmement. J'ai montré le message à David, qui a secoué la tête. Ils essaient de réinitialiser le récit à nouveau, de réunir tout le monde dans la même pièce, d'appliquer une pression sociale et de te convaincre d'accepter leur version des événements pour le bien de la paix familiale. Mais si je me trompe? Si je suis trop rigide, trop impitoyable? S'il existe vraiment un moyen de résoudre ce problème qui n'exige pas d'exclure des personnes de nos vies? David a posé sa tasse de café et m'a regardé sérieusement. Laisse-moi te poser une question. Si l'un de mes soldats frappait un bébé lors d'une réunion de famille et passait ensuite la semaine suivante à convaincre tout le monde que ce n'était pas vraiment arrivé tout en se recadrant publiquement comme la victime, que penserais-tu que je devrais faire? La question a tout clarifié instantanément. Si cela se produisait dans la famille de quelqu'un d'autre, si je regardais de l'extérieur, je serais horrifié par le gaslighting et la manipulation. Je leur conseillerais de protéger leur enfant et de maintenir des limites claires avec les personnes qui refusent de reconnaître un comportement nuisible. Je leur dirais de tout documenter et de rester à l'écart des personnes qui pensent que frapper des bébés est négociable. J'ai répondu, tu as raison. Alors pourquoi ta famille est-elle différente? Je n'avais pas de bonne réponse à cette question. La seule raison pour laquelle j'envisageais un compromis était parce que c'étaient des personnes que j'avais aimées toute ma vie, des personnes dont j'avais recherché l'approbation depuis l'enfance, des personnes dont le rejet me donnait l'impression de perdre une partie fondamentale de mon identité. Mais aucune de ces raisons ne justifiait d'exposer Lucas à des personnes qui pourraient lui faire du mal à nouveau. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel inattendu de Chloé Martinez. Elle suivait la situation depuis qu'elle m'avait envoyé le texto sur l'histoire Instagram de Vanessa, et elle avait des informations qui ont tout changé.
Nathalie, je dois te dire quelque chose, mais je ne suis pas sûr de la façon dont tu vas le prendre. J'ai examiné de plus près les médias sociaux de Vanessa, et j'ai trouvé des publications du début de cette année que je pense que tu dois voir. Elle m'a envoyé des captures d'écran de plusieurs publications du compte de Vanessa datant de l'époque où Lucas venait de naître. L'une montrait une séance photo professionnelle qu'elle avait faite en utilisant des accessoires pour bébé, avec une légende sur la beauté des nouveaux départs et la joie d'agrandir la famille. Une autre la montrait tenant ce qui semblait être un nouveau-né, avec un texte sur les bénédictions d'être une tante et le lien spécial entre les sœurs. Le problème était le moment. Les deux publications avaient été publiées des semaines avant la naissance réelle de Lucas, en utilisant des photos d'archives et des bébés empruntés pour créer du contenu sur une expérience qu'elle n'avait pas encore vécue. Elle monétisait sa relation avec mon enfant à naître, créant du contenu commandité sur nos moments de famille avant même qu'il ne se soit produit. Il y a plus, a dit Chloé. Quand je l'ai rappelé après avoir examiné les captures d'écran, j'ai trouvé toute une série de publications sur les traditions familiales, les célébrations des fêtes et les rassemblements multigénérationnels qui comportent toutes des photos du dîner de Noël de l'année dernière, celui que toi et David avez manqué à cause de son déploiement. Elle a créé ce récit sur des relations familiales étroites qui n'existent pas vraiment. Je me suis senti malade en regardant la preuve. Vanessa avait construit une marque autour du contenu familial qui dépeignait des relations et des expériences qui étaient en grande partie fictives. Ses abonnés croyaient qu'elle documentait des moments de famille authentiques, mais elle créait en réalité un contenu soigneusement mis en scène conçu pour générer de l'engagement et des opportunités de commandite. L'incident du dîner de Noël a commencé à avoir plus de sens dans ce contexte. Vanessa n'avait pas seulement filmé pour sa documentation personnelle. Elle créait du contenu pour une entreprise qui dépendait du maintien d'une image spécifique d'harmonie et de célébration familiale. Les pleurs de Lucas avaient menacé non seulement son horaire de tournage, mais toute son identité de marque en tant que personne qui gérait sans effort de beaux moments en famille. Quand David est rentré à la maison ce soir-là, je lui ai tout montré ce que Chloé avait découvert. Il a étudié la preuve avec l'attention méthodique qu'il accordait aux séances d'information sur les renseignements, notant les dates, les incohérences et les schémas qui révélaient l'ampleur de la tromperie de Vanessa. Elle utilise ta famille comme contenu depuis des mois, a-t-il dit. Et pas seulement en documentant des expériences réelles. Elle crée des récits fictifs sur des relations qui existent principalement pour son public, ce qui signifie que le dîner de Noël n'était pas du tout un moment en famille. Il s'agissait de créer du contenu qui soutiendrait sa marque. Lucas et moi n'étions que des accessoires dans sa production. Et quand Lucas a interféré avec la production en se comportant comme un bébé normal, elle a privilégié son contenu à son bien-être. La prise de conscience a été dévastatrice, mais aussi clarifiante. Il ne s'agissait pas d'un moment d'égarement de la part de quelqu'un qui se souciait de nous mais qui était submergé par le stress. Il s'agissait d'une décision calculée par quelqu'un qui considérait notre famille comme une matière première pour son entreprise et qui était prêt à nuire à un enfant pour protéger ses intérêts commerciaux. J'ai passé la soirée à parcourir davantage de contenu de Vanessa, documentant l'étendue de la façon dont elle avait monétisé nos relations familiales sans notre connaissance ni notre consentement. Elle avait utilisé des photos de notre mariage, des histoires sur le déploiement de David et des spéculations sur nos futurs enfants pour créer des publications sponsorisées sur les familles de militaires, les relations à distance et l'importance des systèmes de soutien familial. Les publications les plus troublantes étaient celles sur les grands-parents et les traditions familiales, qui dépeignaient Patricia et Robert comme des grands-parents aimants et profondément impliqués, alors qu'ils avaient manifesté un intérêt minimal pour développer réellement des relations avec Lucas. Le fossé entre le récit public de Vanessa et notre réalité privée était énorme, mais ses followers n'avaient aucun moyen de savoir que la proximité familiale qu'elle documentait était en grande partie une performance. Le lendemain matin a apporté une série de SMS de divers membres de la famille, tous m'encourageant à assister à une réunion de famille que Patricia avait prévue pour le week-end. Les messages utilisaient un langage remarquablement similaire sur la guérison, la communication et le fait d'avancer ensemble, suggérant qu'ils avaient été coordonnés à l'avance, mais j'en avais assez d'être manipulé. Au lieu de répondre aux SMS, j'ai appelé la compagnie d'assurance de ma famille pour signaler l'incident impliquant Lucas. Je n'avais pas l'intention de déposer une réclamation, mais je voulais que l'incident soit documenté au cas où il deviendrait pertinent plus tard. Le représentant était professionnel mais clairement perturbé par ce que je signalais, me demandant à plusieurs reprises si j'avais besoin de ressources pour les services de protection de l'enfance. J'ai également appelé le cabinet de notre pédiatre pour prendre rendez-vous pour une consultation concernant l'incident. Le docteur Rebecca Walsh traitait Lucas depuis sa naissance, et je faisais confiance à son jugement quant à savoir s'il avait besoin d'une surveillance ou de soins supplémentaires.
Quand j'ai expliqué ce qui s'était passé, elle a immédiatement fixé un rendez-vous et m'a demandé d'apporter des photos de toute marque ou ecchymose. Le rendez-vous chez le pédiatre a été à la fois valorisant et déchirant. Le docteur Walsh a examiné Lucas attentivement, a documenté la marque qui s'estompait sur sa joue et a posé des questions détaillées sur les circonstances de l'incident. Sa conclusion ? Un motif de sérieuse inquiétude, quelle que soit l'intention ou la relation familiale. Les parents doivent faire confiance à leur instinct de protection, m'a-t-elle dit en terminant sa documentation. Quand quelque chose ne va pas, c'est généralement le cas. Votre travail consiste à assurer la sécurité de Lucas, pas à gérer les sentiments des autres concernant vos mesures de sécurité. Elle m'a également fourni des ressources sur la violence familiale et des informations sur la documentation des incidents pour d'éventuelles procédures judiciaires. Je n'avais pas envisagé d'action en justice, mais avoir ces informations m'a donné du pouvoir après des jours où l'on m'a dit que mes inquiétudes étaient exagérées. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel du capitaine Ryan Torres, l'un des collègues les plus proches de David à Fort Henderson. Lui et sa femme Maria étaient devenus de bons amis au cours de l'année écoulée, et ils suivaient la situation avec inquiétude. Nathalie, j'espère que tu ne m'en veux pas de t'appeler, mais Maria et moi voulions que tu saches que nous sommes derrière toi à 100%. Ce qui est arrivé à Lucas est inacceptable, et la façon dont ta famille gère ça est préoccupante. J'ai ressenti une vague de soulagement en entendant la validation de quelqu'un d'extérieur à la situation. Après des jours où l'on m'a dit que je réagissais de manière excessive, il était puissant d'entendre d'autres parents qui trouvaient l'incident aussi troublant que moi. Merci, Ryan. J'ai commencé à douter de mon propre jugement sur tout. Ne le fais pas. Tu es une bonne mère et tu fais exactement ce que tu devrais faire. David a de la chance d'avoir une partenaire qui défendra son enfant, même lorsque c'est difficile. Ryan a également partagé quelque chose que David lui avait mentionné mais ne m'avait pas encore dit. David avait consulté les services juridiques militaires au sujet des options potentielles pour protéger notre famille contre d'autres incidents. L'armée prenait la violence familiale au sérieux, et des ressources étaient disponibles pour les militaires confrontés à des conflits familiaux civils susceptibles d'affecter leur habilitation de sécurité ou leur performance professionnelle. La conversation m'a aidé à réaliser que David et moi n'étions pas seuls dans cette situation. Nous avions une communauté de personnes qui partageaient nos valeurs en matière de protection des enfants et de maintien de limites claires avec les personnes qui causaient du tort. Notre famille de choix nous soutenait même si notre famille d'origine ne le faisait pas. Ce soir-là, j'ai pris une décision qui me semblait à la fois terrifiante et libératrice. J'ai rédigé un SMS de groupe à Patricia, Robert et Vanessa, énonçant clairement nos limites pour l'avenir. Le message était calme mais ferme, expliquant que nous n'assisterions pas aux réunions de famille tant que Vanessa n'aurait pas reconnu ce qui s'était passé et n'aurait pas fait preuve d'une véritable responsabilité pour ses actes. La réponse a été immédiate et intense. Mon téléphone a commencé à vibrer avec des appels et des messages quelques minutes après l'envoi du SMS. Patricia a appelé en premier, sa voix aiguë de panique, me suppliant de ne pas détruire la famille à cause d'un malentendu. Robert a envoyé un SMS, me demandant de reconsidérer une réponse aussi radicale à ce qu'il appelait un incident mineur. Vanessa a envoyé une série de messages alternant entre colère et blessure, m'accusant d'être vindicative et manipulatrice. Mais le message qui m'a glacé le sang venait de Linda, une tante qui n'avait jamais eu peur de remettre en question le récit dominant dans les conflits familiaux. Son SMS était bref mais dévastateur, j'ai vu la situation sur Instagram. Ce n'est pas la première fois. Appelle-moi quand tu seras prête à entendre parler des autres. J'ai fixé le message pendant plusieurs minutes avant de le montrer à David. Quels autres, a-t-il demandé. Je n'en ai aucune idée, mais Linda ne dirait pas quelque chose comme ça si elle n'avait pas d'informations précises. J'ai appelé Linda immédiatement, mes mains tremblant lorsque j'ai composé son numéro. Elle a répondu à la première sonnerie, comme si elle attendait mon appel. Chérie, j'ai regardé cette situation se dérouler, et je pense qu'il est temps que tu saches certaines choses sur ta famille qu'ils t'ont cachées. Quel genre de choses? Linda s'est tue un instant, et je pouvais l'entendre rassembler ses pensées. Il y a eu d'autres incidents au fil des ans, des moments où Vanessa a blessé des gens, généralement des enfants de la famille. Ils l'ont dissimulé ou l'ont expliqué. Je n'ai jamais rien dit parce que ce n'était pas ma place. Mais les voir faire ça à ton bébé, je ne peux plus rester silencieuse. La conversation qui a suivi a duré 2 heures et a changé tout ce que je pensais savoir de l'histoire de ma famille. Linda m'a parlé d'incidents remontant à l'adolescence de Vanessa, des moments où elle avait été brutale avec des cousins plus jeunes, dure avec les enfants dont elle s'occupait, inappropriée avec des enfants lors de réunions de famille.
Dans tous les cas, la famille était intervenue pour minimiser la situation et protéger Vanessa des conséquences. On disait aux parents que leurs enfants étaient dramatiques ou trop sensibles. On demandait aux témoins de se taire pour le bien de l'harmonie familiale. Vanessa était coachée sur ce qu'il fallait dire pour éviter les ennuis, mais n'était jamais tenue responsable de son comportement. J'ai vu tes parents apprendre à cette fille qu'elle pouvait blesser les gens sans conséquence, et j'ai vu qu'ils ont appris à tout le monde à l'accepter. Linda, quand j'ai vu ce qui s'est passé au dîner de Noël et que j'ai vu comment il gérait ça, j'ai su qu'il était temps de prendre la parole. Linda a également révélé quelque chose qui expliquait beaucoup de choses sur la dynamique familiale. Vanessa était née avec des retards de développement qui avaient nécessité une intervention précoce et des services d'éducation spécialisés importants. Patricia et Robert avaient passé des années à la défendre, à se battre pour des aménagements et à la protéger des situations où elle pourrait avoir des difficultés ou échouer. Le problème était qu'ils n'avaient jamais fait la transition entre protéger un enfant ayant des besoins spéciaux et tenir un adulte responsable de son comportement nuisible. Ils ont continué à trouver des excuses et à fournir des aménagements bien après le moment où Vanessa était capable de comprendre et de contrôler ses actions. Elle sait exactement ce qu'elle fait, a déclaré Linda. Elle a appris que si elle peut faire sentir aux gens qu'elle est désolée pour elle, ou si elle peut les convaincre qu'elle est juste incomprise, elle peut s'en tirer avec presque n'importe quoi. Et tes parents le permettent parce qu'ils ont passé tellement d'années à la voir comme vulnérable qu'ils ne peuvent pas reconnaître quand elle est manipulatrice. Au moment où j'ai raccroché avec Linda, j'avais l'impression d'avoir reçu une carte complètement différente de mon territoire familial. Soudain, des décennies d'interactions déroutantes prenaient tout leur sens. La façon dont Vanessa était protégée aux dépens de tous les autres n'était pas qu'un développement récent. C'était un système qui avait été perfectionné au fil des années de pratique. Plus important encore, les informations de Linda ont clairement indiqué que Lucas n'était pas la première victime de Vanessa, et il ne serait pas le dernier si la famille continuait à encourager son comportement. L'incident du dîner de Noël n'était pas une erreur isolée. C'était le dernier exemple d'un modèle de longue date qui m'avait été caché parce que j'étais trop jeune, trop distante ou trop disposée à accepter les explications familiales. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une clarté absolue sur ce qui devait se passer. Je ne protégeais pas seulement Lucas d'un mauvais incident. Je brisais un cycle transgénérationnel d'abus et d'encouragement qui avait causé des dommages aux enfants de ma famille pendant des années. J'ai rappelé Linda et je lui ai demandé si elle serait disposée à documenter ce qu'elle m'avait dit, à fournir des déclarations écrites sur les incidents dont elle avait été témoin. Elle a accepté immédiatement, disant qu'elle portait la culpabilité d'être restée silencieuse trop longtemps. J'ai également contacté d'autres membres de la famille susceptibles d'avoir des informations, des personnes qui avaient été présentes lors de certains des incidents décrits par Linda. Certains étaient réticents à s'impliquer, mais d'autres étaient soulagés de pouvoir enfin parler des choses dont ils avaient été témoins et qu'on leur avait demandé d'oublier. À la fin de la semaine, j'avais une image complète de la façon dont ma famille avait protégé Vanessa des conséquences tout en mettant les enfants des autres en danger. J'avais des déclarations écrites de plusieurs témoins, des documents sur les incidents antérieurs et des preuves claires que l'événement du dîner de Noël faisait partie d'un modèle beaucoup plus vaste. David et moi avons passé ce week-end à planifier notre prochaine étape. Nous n'étions pas intéressés par la vengeance ou l'humiliation publique, mais nous étions déterminés à protéger Lucas et potentiellement à prévenir de futurs incidents avec d'autres enfants. Nous avons décidé de partager notre documentation avec les membres de la famille qui avaient des enfants afin de leur donner les informations dont ils avaient besoin pour prendre des décisions éclairées concernant leur propre sécurité. Nous avons également pris la décision de maintenir nos limites, quelle que soit la façon dont la famille réagissait. Les informations de Linda avaient clairement indiqué qu'il ne s'agissait pas d'un problème qui pouvait être résolu par une meilleure communication ou une meilleure compréhension. Il s'agissait d'un problème qui nécessitait des changements fondamentaux en matière de responsabilité et de conséquences, des changements que ma famille n'avait manifesté aucune volonté d'apporter. Plus important encore, nous avons décidé de construire nos propres traditions familiales et systèmes de soutien qui ne dépendaient pas de personnes qui privilégiaient le maintien du dysfonctionnement à la protection des enfants. Lucas méritait de grandir dans un environnement où sa sécurité n'était jamais négociable, où les adultes assumaient la responsabilité de leurs actes et où son bien-être n'était pas sacrifié pour le confort de quelqu'un d'autre. Alors que j'organisais les preuves que nous avions recueillies et que je me préparais à les partager avec les membres de la famille concernée, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années, la satisfaction d'avoir des informations complètes et le pouvoir d'agir en conséquence. Je n'étais plus le membre de la famille confus à qui l'on disait que mes perceptions étaient erronées. J'étais quelqu'un qui comprenait exactement ce qui se passait et pourquoi, et qui avait les ressources pour réagir de manière appropriée.
La guerre qui avait commencé avec un bébé giflé allait devenir une bataille pour la vérité, et pour la première fois depuis le dîner de Noël, j'avais confiance en quelqu'un gagnerait. Le point de rupture est survenu lorsque j'ai reçu une lettre recommandée de l'avocat de Vanessa me demandant de cesser ce qu'ils appelaient une campagne de diffamation contre leur cliente. La lettre affirmait que je répandais de fausses informations sur les événements du dîner de Noël et que je nuisais à la réputation professionnelle de Vanessa par le biais de déclarations malveillantes à des membres de la famille et d'une activité en ligne. J'ai fixé l'entête de la lettre juridique avec incrédulité. Je n'avais rien publié en ligne sur l'incident, je n'avais parlé à personne en dehors de la famille immédiate, à l'exception des amis proches qui avaient posé des questions directes. La seule campagne que j'avais menée était de documenter les événements réels et de partager des informations factuelles avec les proches qui avaient de jeunes enfants. David a lu la lettre par-dessus mon épaule, son expression devenant de plus en plus sombre à chaque paragraphe. « Ils essaient de t'intimider pour te faire taire », a-t-il dit. C'est ce que font les gens quand ils savent qu'ils sont coupables mais qu'ils ne peuvent pas se permettre que la vérité éclate. La lettre exigeait que je signe une déclaration reconnaissant qu'aucune agression n'avait eu lieu, que toute allégation concernant Vanessa frappant Lucas était inventée de toutes pièces et que je m'abstiens de faire toute déclaration future susceptible de nuire à ses intérêts commerciaux. En échange, il ne lancerait pas de poursuite judiciaire pour diffamation et interférence intentionnelle avec les relations commerciales. Relations commerciales, ai-je répété, sentant tout le poids de ce que cela révélait. Elle ne s'inquiète pas de l'harmonie familiale ou de la guérison des relations. Elle s'inquiète de sa marque et de son flux de revenus. Cet après-midi-là, j'ai appelé le cabinet d'avocats de Janet Morrison, une avocate recommandée par Linda spécialisée dans le droit de la famille et les affaires de protection de l'enfance. Janet a accepté de me recevoir immédiatement après que je lui ai expliqué la situation, et son évaluation initiale a été à la fois rassurante et inquiétante. La lettre est en grande partie une forfanterie, m'a-t-elle dit après avoir examiné la documentation que j'avais rassemblée. La vérité est une défense absolue contre les allégations de diffamation, et vous avez des preuves substantielles à l'appui de votre version des faits. Mais le fait qu'il passe aux menaces juridiques suggère qu'il ressent une véritable pression concernant quelque chose. Janet m'a aidé à comprendre que le modèle commercial de Vanessa dépendait fortement du maintien d'une image publique spécifique. Si les sponsors et les followers apprenaient son histoire avec les enfants, ou si ses relations familiales s'avéraient être en grande partie fictives, l'impact financier pourrait être dévastateur. Les menaces juridiques ne visaient pas vraiment à protéger sa réputation, mais plutôt à protéger ses revenus. Je veux que vous vous prépariez à ce qu'ils intensifient encore, a averti Janet. Les gens qui ont beaucoup à perdre peuvent devenir dangereux lorsqu'ils se sentent piégés. Documentez tout, restez en sécurité et n'entrez pas en contact direct avec aucun d'eux tant que nous n'aurons pas élaboré une stratégie globale. La session de stratégie avec Janet a révélé des options que je n'avais pas envisagées. Nous pourrions demander une ordonnance d'éloignement sur la base des menaces et du harcèlement. Nous pourrions engager notre propre action en justice pour infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Nous pourrions signaler l'incident au service de protection de l'enfance afin de créer un dossier officiel qui pourrait protéger d'autres enfants à l'avenir. Plus important encore, Janet m'a aidé à comprendre que je n'étais pas tenu de garder des secrets de famille qui mettaient des enfants en danger. Les preuves que j'avais recueillies sur les incidents antérieurs n'étaient pas des commérages ou une trahison. C'étaient des informations que les autres parents avaient le droit de connaître lorsqu'ils prenaient des décisions concernant la sécurité de leurs enfants. Ce soir-là, j'ai fait des copies de tout ce que nous avions rassemblé et j'ai préparé des paquets pour les membres de la famille qui avaient de jeunes enfants. Chaque paquet comprenait des documents sur l'incident du dîner de Noël, des déclarations de témoins sur des événements antérieurs et des informations sur la façon dont Vanessa évitait d'être tenue responsable. Je ne demandais à personne de choisir son camp ou de couper les contacts. Je fournissais simplement des informations qu'il pouvait utiliser pour prendre des décisions éclairées. La réponse a été rapide et explosive. Quelques heures après avoir remis les paquets, mon téléphone sonnait constamment avec des appels de membres de la famille à qui je n'avais pas parlé depuis des mois. Certains étaient favorables, me remerciant pour des informations qui expliquaient des incidents dont ils avaient été témoins mais qu'on leur avait dit d'oublier. D'autres étaient furieux, m'accusant d'essayer de détruire la famille et de créer un drame là où il n'y en avait pas. Patricia a appelé en pleurs, exigeant que j'explique pourquoi Gilles attaquait Vanessa avec des mensonges et de la propagande. Elle avait apparemment vu une partie de la documentation et était dévastée par ce que Linda et d'autres avaient partagé sur des incidents qu'elle pensait avoir été minimisés avec succès. Ces choses se sont passées il y a des années, a-t-elle sangloté au téléphone. Vanessa n'était qu'une enfant dans certaines de ces situations. Elle ne comprenait pas ce qu'elle faisait.
Pourquoi exhumes-tu l'histoire ancienne pour lui faire du mal maintenant? Parce que ce n'est pas de l'histoire ancienne, maman. C'est un modèle qui se poursuit aujourd'hui, et parce que d'autres parents méritent de connaître ce modèle lorsqu'ils prennent des décisions concernant la sécurité de leurs enfants. Mais elle a changé. Elle a grandi. Elle ne blesserait jamais intentionnellement un enfant maintenant. Elle a frappé Lucas il y a 6 jours, maman. Quels que soient les changements que tu penses qu'elle a apportés, ils n'ont clairement pas résolu le problème fondamental. La conversation a dégénéré à partir de là, Patricia alternant entre me supplier de retirer les informations et me menacer de me couper complètement de la famille si je détruisais la vie de Vanessa. C'était la même manipulation émotionnelle que j'avais vécue toute ma vie, mais cette fois, je l'ai reconnue pour ce qu'elle était et j'ai refusé de me laisser influencer par elle. La réponse de Robert était différente, mais tout aussi révélatrice. Il a appelé tard dans la nuit, parlant du ton contrôlé qu'il utilisait lorsqu'il essayait de gérer les crises familiales. Son approche était plus stratégique que les appels émotionnels de Patricia, se concentrant sur les préoccupations pratiques concernant la réputation et les conséquences. Nathalie, je comprends que tu sois bouleversée par ce qui s'est passé, mais cette approche va blesser tout le monde, y compris toi et David. Si ces informations deviennent publiques, cela pourrait affecter la carrière militaire de David. Avez-vous pensé aux implications de l'habilitation de sécurité d'être impliqué dans un scandale familial? C'était un coup bas, essayant d'utiliser les obligations professionnelles de David pour me faire taire sous la pression. Mais cela révélait aussi à quel point Robert comprenait peu les valeurs militaires. L'armée ne pénalisait pas les militaires pour avoir protégé les enfants ou signalé les abus. Bien au contraire. Papa, la carrière de David est basée sur l'intégrité et la protection des personnes qui ne peuvent pas se protéger elles-mêmes. Sa chaîne de commandement serait plus inquiète s'il ne parvenait pas à protéger son propre enfant de quelqu'un ayant des antécédents de violence. Mais Vanessa n'a pas d'antécédents de violence. Ce sont des incidents isolés qui se sont produits à des années d'intervalle, pour la plupart quand elle était jeune elle-même. Tu crées un récit qui la fait passer pour un prédateur dangereux alors qu'elle n'est qu'une personne qui a fait des erreurs. Les erreurs sont des accidents, papa. Les schémas sont des choix, et un schéma consistant à blesser des enfants, suivi d'un schéma consistant à éviter les conséquences, n'est plus quelque chose que je vais aider à cacher. L'appel le plus dévastateur est venu de ma cousine Sarah, qui avait été présente lors de plusieurs des incidents décrits par Linda. Sarah est maintenant mère de 2 jeunes enfants, et elle a reçu un de mes paquets d'informations avec une profonde inquiétude. Nathalie, je dois te dire que je crois tout ce que tu as documenté. J'étais là pour certains de ces incidents, et je porte la culpabilité d'être restée silencieuse pendant des années. Sa voix était tremblante mais déterminée. Quand j'ai vu ce qui est arrivé à Lucas et ensuite comment tout le monde gérait ça, j'ai réalisé que je ne pouvais pas protéger mes propres enfants si je ne pouvais même pas reconnaître ce dont j'avais été témoin. Sarah a partagé des détails sur un incident de son adolescence qui n'avait pas été inclus dans le récit de Linda. Lors d'une réunion de famille, Vanessa avait poussé le jeune frère de Sarah dans un escalier après qu'il avait accidentellement renversé quelque chose qu'elle filmait. Le garçon avait subi une commotion cérébrale et plusieurs contusions, mais la famille avait expliqué cela comme un accident et avait interdit à Sarah de parler de ce qu'elle avait réellement vu. J'avais 17 ans et j'avais peur de provoquer un drame familial, alors j'ai suivi l'histoire, mais je l'ai regretté depuis. Et quand j'ai eu mes propres enfants, je me suis assuré qu'ils ne soient jamais seuls avec Vanessa, même si je ne pouvais pas expliquer pourquoi aux autres membres de la famille. Le témoignage de Sarah était particulièrement puissant parce qu'elle était assez âgée pour comprendre clairement la situation et avait conservé des souvenirs cohérents des événements pendant plus d'une décennie. Sa volonté de parler enfin publiquement de ce dont elle avait été témoin a fourni une corroboration essentielle du schéma que nous avions identifié. Mais Sarah a également révélé quelque chose qui a changé ma compréhension de la situation actuelle. Nathalie, il y a autre chose que tu dois savoir. Vanessa ne s'inquiète pas seulement de son activité actuelle. Elle a été en pourparlers avec une grande chaîne de télévision au sujet d'une émission de télé-réalité centrée sur son contenu familial. Les images du dîner de Noël étaient censées faire partie de sa bobine d'audition. L'information m'a frappé comme un coup physique. Vanessa ne se contentait pas de créer du contenu pour ses followers existants. Elle nous filmait pour une éventuelle émission de télévision sans notre connaissance ni notre consentement. Le premier Noël de Lucas avait été traité comme une matière première pour une production de divertissement, et quand il avait interféré avec cette production en se comportant comme un bébé normal, elle avait privilégié les images à son bien-être. Les dirigeants de la chaîne sont censés examiner sa soumission cette semaine, a poursuivi Sarah.
C'est probablement pourquoi elle intensifie les menaces juridiques. Si cette information devient publique avant qu'ils ne prennent leur décision, cela pourrait détruire la plus grande opportunité qu'elle ait jamais eue. J'ai partagé cette information avec David quand il est rentré de la base ce soir-là. Sa réaction a été immédiate et intense, pas de colère, mais la froide fureur de quelqu'un qui avait réalisé toute l'étendue d'une menace qu'il avait sous-estimée. Elle a exploité notre famille à des fins commerciales sans notre consentement. Et quand notre nourrisson s'est interposé dans sa production, elle l'a agressé, a-t-il dit, sa voix d'un calme mortel. Et maintenant, elle menace d'intenter une action en justice pour nous empêcher de protéger d'autres enfants d'un traitement similaire. L'entraînement militaire de David lui avait appris à identifier et à neutraliser les menaces de manière systématique. Il a abordé cette situation avec la même précision méthodique qu'il apportait à la planification tactique, en identifiant les objectifs, en évaluant les ressources et en élaborant des stratégies pour protéger ce qui comptait le plus. Nous ne sommes plus seulement confrontés à un conflit familial, m'a-t-il dit. Nous avons affaire à quelqu'un qui est prêt à faire du mal aux enfants pour un gain financier et à utiliser l'intimidation juridique pour le dissimuler. Cela fait d'elle une menace légitime qui doit être traitée par les voies appropriées. Le lendemain matin, David a contacté son commandement pour signaler la situation et demander des conseils sur les implications potentielles en matière d'habilitation de sécurité. La réponse a été immédiate et favorable. Son commandant, le colonel Martinez, a clairement indiqué que l'armée s'attendait à ce que les militaires signalent les cas de maltraitance d'enfants et protègent leurs familles des menaces permanentes. Le service prend ces situations très au sérieux, nous a dit le colonel Martinez lors d'une réunion à son bureau. Nous ne pouvons pas avoir de personnel qui soit victime de chantage ou d'intimidation par des membres de la famille, surtout lorsque la sécurité des enfants est en jeu. Nous vous fournirons tout le soutien dont vous avez besoin pour résoudre ce problème de manière appropriée. Le soutien de l'armée était à la fois pratique et psychologique. Cela signifiait que David ne serait pas confronté à des conséquences professionnelles pour s'être opposé à la pression familiale, et cela nous donnait accès aux ressources juridiques militaires si la situation dégénérait. Plus important encore, cela a validé notre décision de donner la priorité à la protection des enfants sur l'harmonie familiale. Cet après-midi-là, Janet Morrison a appelé pour donner une mise à jour sur les menaces juridiques de Vanessa. Après avoir examiné nos documents et nos témoignages, elle a rédigé une réponse qui a complètement inversé la situation. Au lieu de nous défendre contre les allégations de diffamation, nous mettions Vanessa en demeure au sujet d'une éventuelle action en justice pour agression, infliction intentionnelle de détresse émotionnelle et utilisation de notre famille à des fins commerciales sans consentement. La beauté de la vérité comme défense, a expliqué Janet, c'est qu'elle oblige l'autre partie à prouver que ces allégations sont fausses. Compte tenu des preuves que vous avez rassemblées, cela va leur être très difficile à faire. Plus probablement, ils réaliseront que la poursuite de cette affaire sur le plan juridique ne fera que créer une exposition publique plus importante d'informations qu'ils veulent garder privées. La lettre de réponse était un chef-d'œuvre de stratégie juridique. Elle reconnaissait l'incident du dîner de Noël en termes factuels, détaillait les preuves étayant notre récit et notait le schéma d'incidents similaires qui avaient été documentés par de nombreux témoins au fil des ans. Elle informait également l'avocat de Vanessa que nous avions des preuves d'exploitation commerciale de notre famille sans consentement et que nous envisagions nos propres options juridiques. Plus important encore, la lettre indiquait clairement que nous ne faisions pas d'accusations publiques et que nous ne recherchions pas l'attention des médias. Nous partagions simplement des informations factuelles avec les membres de la famille qui en avaient besoin pour protéger leurs propres enfants. Si Vanessa voulait rendre la situation publique par le biais de procédures judiciaires, nous étions prêts à présenter notre cas au tribunal avec une documentation complète. La réponse à notre lettre a été un silence immédiat. Pas d'appel de membres de la famille, pas de message texte, pas d'activité sur les médias sociaux du compte de Vanessa. C'était comme si tout l'appareil de la famille Sterling s'était soudainement éteint pendant qu'ils cherchaient comment répondre à une situation qu'ils ne pouvaient pas contrôler par leurs méthodes habituelles. Mais le silence a été rompu 3 jours plus tard par un événement inattendu. J'ai reçu un appel de Jessica Chen, une productrice de la chaîne qui avait envisagé la proposition d'émission de télé-réalité de Vanessa. Elle avait d'une manière ou d'une autre obtenu des informations sur les événements récents et voulait discuter de la situation directement avec moi. Mademoiselle Brox, je vous appelle parce que nous avons reçu des informations inquiétantes au sujet du contenu familial de votre sœur et de l'authenticité des relations qu'elle documente. Avant d'aller de l'avant avec tout arrangement commercial, nous devons comprendre ce qui s'est réellement passé pendant la session de tournage qu'elle a soumise dans le cadre de son audition. J'ai pris soin de m'en tenir au fait pendant la conversation, confirmant que le dîner de Noël avait été filmé à des fins commerciales,
qu'il y avait eu un incident impliquant mon nourrisson et que les relations familiales dépeintes dans le contenu de Vanessa ne reflétaient pas fidèlement notre dynamique réelle. Je n'ai pas donné de détails incendiaires, mais j'ai répondu honnêtement aux questions de Jessica lorsqu'elle a posé des questions sur des aspects spécifiques de la situation. Merci pour votre honnêteté, a dit Jessica à la fin de notre conversation. Ces informations sont très utiles alors que nous évaluons notre décision de programmation. Les chaînes doivent être extrêmement prudentes quant aux questions de responsabilité, en particulier lorsque des enfants sont impliqués dans la création de contenu. 2 heures plus tard, mon téléphone a explosé d'appels et de messages de ma famille. La nouvelle était apparemment parvenue à Vanessa que la chaîne menait des recherches supplémentaires sur ses antécédents, et elle était en pleine panique. Patricia a appelé, en pleurs, me suppliant de contacter la chaîne et de clarifier que tout avait été un malentendu. Robert a envoyé plusieurs SMS sur l'importance de la loyauté familiale et les dommages que je causais aux rêves de Vanessa. Mais la réponse la plus révélatrice est venue de Vanessa elle-même, qui s'est présentée à notre domicile sans prévenir ce soir-là. David a ouvert la porte et l'a trouvée debout sur notre porche avec des traces de mascara sur les joues et les mains tremblant de rage. « Tu as tout détruit !» Elle a crié dès qu'elle l'a vu. Des années de travail, des centaines de milliers de followers, des relations commerciales. J'ai passé des années à construire tout ça, et tout est parti parce que tu ne pouvais pas laisser les choses tranquilles. Je n'ai rien détruit, Vanessa. J'ai protégé mon enfant et partagé des informations factuelles avec les personnes qui en avaient besoin. Si cela a détruit ton entreprise, peut-être que ton entreprise était construite sur des mensonges. Ce n'était pas des mensonges. C'était de la création de contenu. C'était de la narration. Tout le monde sait que les médias sociaux ne sont pas complètement littéraux. Il s'agit de créer un contenu inspirant avec lequel les gens veulent s'engager. David s'est interposé entre nous, son attitude indiquant clairement que Vanessa devait baisser la voix et contrôler son comportement. Tu as utilisé notre famille comme accessoire pour un contenu fictif sans notre consentement. Et quand notre bébé a interféré avec ta production, tu l'as frappé. Il n'y a rien d'inspirant à cela. Je l'ai à peine touché, et seulement parce qu'il était en train de gâcher des mois de travail. As-tu la moindre idée de combien il est difficile de créer un contenu familial authentique quand les gens ne veulent pas coopérer avec la vision? L'aveu était stupéfiant. Dans sa fureur, Vanessa avait révélé qu'elle croyait sincèrement que Lucas aurait dû coopérer avec son tournage commercial et que le fait de le frapper était justifié par l'importance de sa création de contenu. Elle ne s'excusait pas de lui avoir fait du mal, elle était en colère qu'il n'ait pas réussi à se comporter selon ses attentes. « Sors de notre propriété », a dit David calmement. « Et ne reviens pas. Tu ne peux pas simplement me couper de la famille. Je suis la tante de Lucas. Tu n'as aucun droit d'accès à un enfant que tu as agressé, a répondu David. Et si tu reviens ici, j'appellerai la police. Le masque de Vanessa est tombé complètement à ce moment-là. Le personnage d'influenceuse soignée, le récit de victime, les allégations de malentendus, tout cela s'est effacé pour révéler quelqu'un qui croyait sincèrement qu'elle avait le droit d'utiliser notre famille à ses propres fins et que notre refus de coopérer était une trahison de l'obligation familiale naturelle. Elle est partie en hurlant des menaces de poursuites judiciaires et de conséquences familiales, mais sa rage avait en réalité renforcé notre position. David avait enregistré toute l'interaction sur son téléphone, capturant son aveu d'avoir utilisé notre famille pour du contenu et sa colère que Lucas n'ait pas coopéré avec le tournage. L'enregistrement fournissait une preuve claire de son état d'esprit et de ses priorités, une preuve qui serait dévastatrice si elle essayait réellement d'intenter une action en justice. Cette nuit-là, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis le dîner de Noël, la certitude absolue que nous avions fait le bon choix. La visite de Vanessa avait dissipé tous les doutes restants sur son caractère ou son engagement à changer son comportement. Elle n'était pas désolée d'avoir blessé Lucas, elle était en colère que le fait de blesser Lucas ait des conséquences. La guerre que nous menions ne portait pas vraiment sur un seul incident au dîner de Noël. Il s'agissait du droit des enfants d'être protégés contre les adultes qui leur feraient du mal pour un gain personnel et de l'obligation des autres adultes de prendre la parole lorsqu'ils sont témoins d'abus plutôt que de protéger l'agresseur pour le bien de la paix familiale. Nous avions choisi la protection plutôt que la paix, la vérité plutôt que le confort, et la sécurité de notre enfant plutôt que le dysfonctionnement de notre famille. Les conséquences étaient douloureuses, mais elles étaient aussi libératrices. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'étais libéré de l'obligation de gérer les émotions des autres au détriment de mon propre bien-être et de la sécurité de mon enfant. La bataille était loin d'être terminée, mais nous avions établi des limites claires et rassemblé les ressources pour les défendre.
Plus important encore, nous nous étions démontrés à nous-mêmes et à notre communauté que certaines choses valaient la peine d'être défendues, même lorsque le combat était contre des personnes que nous avions autrefois aimées et auxquelles nous avions fait confiance. Lucas grandirait dans une famille qui privilégiait sa sécurité à l'harmonie sociale, qui valorisait la vérité au confort, et qui comprenait la différence entre l'amour et l'encouragement. Cela valait tous les prix que nous devions payer pour y parvenir. 6 mois plus tard, Lucas a fait ses premiers pas dans notre cour arrière pendant que David et moi l'acclamions depuis le patio. Il a titubé entre le parterre de fleurs et la clôture, son visage illuminé par la joie pure de la découverte. Il n'y avait pas de caméra pour documenter le moment, pas d'éclairage scénique pour capturer l'angle parfait, pas de public au-delà des 2 personnes qu'il aimait le plus. C'était authentique d'une manière que le contenu familial fabriqué de Vanessa ne pourrait jamais l'être. Les menaces juridiques s'étaient évaporées après l'aveu enregistré de Vanessa concernant l'utilisation de notre famille à des fins commerciales. Janet Morrison avait élaboré un accord de règlement qui obligeait toutes les parties à maintenir la confidentialité des affaires familiales tout en garantissant que nous pouvions partager des informations de sécurité avec les proches qui avaient des enfants. Vanessa a accepté de consulter un conseiller au sujet des limites appropriées avec les enfants, bien que je doutais qu'elle donne suite de manière significative. L'opportunité d'émission de télé-réalité avait complètement disparu après que la chaîne eut mené des recherches sur ses antécédents. Jessica Chen m'a dit plus tard qu'ils avaient reçu de multiples récits corroborant sur l'histoire de Vanessa avec les enfants, et la responsabilité juridique était trop importante pour qu'ils aillent de l'avant. L'industrie du divertissement, malgré sa réputation d'éthique douteuse, a tracé des lignes strictes autour des questions de sécurité des enfants. Patricia et Robert avaient initialement maintenu leur position selon laquelle je détruisais la famille à cause d'incidents mineurs exagérés. Mais alors que de plus en plus de proches se manifestaient avec leurs propres expériences et souvenirs, leur récit devenait de plus en plus difficile à soutenir. Linda avait organisé une réunion de famille où plusieurs témoins ont partagé leurs témoignages, créant une image complète que même mes parents ne pouvaient pas entièrement rejeter. La réunion avait été dévastatrice pour Patricia, qui semblait sincèrement ignorer l'étendue des habitudes comportementales de Vanessa. Elle avait passé des années à gérer des incidents individuels comme des problèmes isolés tout en passant à côté du schéma plus vaste qui était évident pour tous les autres. Robert, comme à son habitude, avait absorbé l'information en silence avant de se replier dans son retrait émotionnel typique. Aucun de mes parents ne s'était excusé directement, mais leur approche était passée de la défense de Vanessa à la simple évitement du sujet. Ils avaient cessé de me faire pression pour que je me réconcilie et avaient commencé à interagir avec Lucas lors de brèves visites supervisées qui semblaient artificielles mais sûres. Ce n'était pas la relation chaleureuse avec les grands-parents que j'avais espérée, mais c'était gérable dans le cadre de nos nouvelles limites. Vanessa elle-même avait essentiellement disparu de la dynamique familiale. Sa présence sur les médias sociaux s'était éloignée du contenu familial pour se concentrer sur des articles sur le style de vie et les voyages qui ne nécessitaient pas de relations authentiques. Elle avait apparemment déménagé à Los Angeles pour poursuivre d'autres opportunités de divertissement, bien que Linda ait rapporté que l'engagement de ses followers avait considérablement diminué après que l'authenticité de son contenu ait été remise en question. Le développement le plus surprenant avait été la réponse des membres de la famille élargie. Plusieurs cousins et tantes avaient contacté pour me remercier d'avoir parlé de problèmes dont ils avaient été témoins mais qu'ils se sentaient impuissants à résoudre. Sarah était devenue une alliée proche, partageant souvent des stratégies parentales et se soutenant mutuellement tout au long du processus complexe d'établissement de limites avec les membres de la famille qui s'étaient révélés peu fiables. Mon cousin Marcus, qui était le neveu de Patricia, était particulièrement reconnaissant pour l'information. Il avait prévu de demander à Vanessa de garder son jeune enfant lors d'un prochain mariage familial, ignorant son histoire avec les enfants. « Tu as probablement empêché quelque chose de terrible de se produire », m'a-t-il dit lors d'une conversation téléphonique. Je ne pourrai jamais assez te remercier d'avoir eu le courage de prendre la parole. La communauté militaire de Fort Henderson s'était ralliée à nous d'une manière qui démontrait la différence entre la famille choisie et la famille biologique. Le colonel Martinez s'était personnellement assuré que David ne subirait aucune conséquence professionnelle en raison de la situation, et plusieurs de nos amis avaient partagé leurs propres expériences de rupture de contact avec des membres de la famille toxique. Le capitaine Torres et sa femme Maria étaient devenus des amis particulièrement proches, se joignant souvent à nous pour des dîners et des activités de fin de semaine qui se sentaient authentiquement détendues et favorables. Leurs enfants jouaient bien avec Lucas, et nous avions commencé à créer le genre de traditions familiales authentiques que Vanessa fabriquait pour la consommation sur les médias sociaux. Vous savez ce que j'aime dans nos réunions ? Maria avait observé lors d'un récent barbecue. Personne ne joue un rôle. Personne ne gère les émotions de personne d'autre.
Nous apprécions simplement la compagnie des uns et des autres sans ordre du jour ni drame. Le docteur Walsh avait continué à surveiller le développement de Lucas et avait été heureux de constater qu'il n'y avait pas d'effet durable de l'incident du dîner de Noël. Lors de son examen de contrôle de l'âge d'1 an, elle avait commenté son attachement sur et son exploration confiante de nouveaux environnements. Les enfants sont résilients quand ils ont des tuteurs constants et protecteurs, avait-elle dit. Lucas sait clairement qu'il est en sécurité avec vous. L'observation avait plus d'importance pour moi que toute réconciliation familiale n'aurait pu en avoir. Nous avions privilégié le bien-être de Lucas par rapport aux attentes sociales, et il s'épanouissait en conséquence. Sa confiance en nous était totale parce que nous nous étions montrés dignes de confiance par nos actions plutôt que par nos paroles. David avait été promu lieutenant-colonel, en partie en raison de son leadership lors de ce que ses supérieurs ont qualifié de crise familiale complexe qui nécessitait la protection des membres de la famille à charge tout en maintenant les obligations professionnelles. Ces officiers commandants avaient spécifiquement noté son intégrité dans la gestion d'une situation où de nombreuses personnes auraient pu choisir des voies plus faciles qui compromettaient la sécurité des enfants. La promotion avait validé notre prise de décision d'une manière qui était profondément satisfaisante. L'armée valorisait les mêmes principes que nous avions appliqués à notre situation familiale, protéger ceux qui ne pouvaient pas se protéger eux-mêmes, maintenir des limites claires et refuser de compromettre les valeurs fondamentales pour la commodité sociale. J'avais commencé à faire du bénévolat auprès d'un programme de défense des familles sur la base, aidant d'autres conjoints de militaires à gérer des situations difficiles avec des membres de la famille civile qui ne comprenaient pas la vie ou les valeurs militaires. De nombreuses femmes avec lesquelles je travaillais avaient vécu des conflits similaires entre la loyauté envers leur famille d'origine et la protection de leurs enfants ou de leurs conjoints. Le travail était difficile sur le plan émotionnel, mais profondément significatif. J'avais appris à reconnaître les signes de manipulation et de gaslighting que j'avais manqué dans ma propre situation, et je pouvais aider d'autres femmes à faire confiance à leur instinct lorsque des membres de la famille essayaient de saper leur jugement sur les questions de sécurité. Une jeune mère, Angela, avait du mal avec ses beaux-parents qui constamment sapent ses décisions parentales et critiquaient la carrière militaire de son mari. Après plusieurs séances, elle a décidé de limiter leur accès à ses enfants plutôt que de continuer à gérer leurs besoins émotionnels aux dépens de sa famille. Je n'arrêtais pas de penser que j'étais trop sensible ou trop protectrice, m'a-t-elle dit après avoir mis en place de nouvelles limites. Mais en voyant comment il traitait mes préoccupations, j'ai réalisé que les personnes qui se souciaient vraiment de mes enfants respecteraient mon jugement en tant que leurs parents. Les parallèles avec ma propre expérience étaient frappants, et aider d'autres femmes à relever des défis similaires avait renforcé ma confiance dans les choix que nous avions faits. Les relations familiales qui exigeaient le sacrifice de la sécurité des enfants ou de l'intégrité personnelle ne valaient pas la peine d'être préservées, quels que soient les liens du sang ou les attentes sociales. Linda était devenue une source inattendue de soutien continu, appelant souvent pour vérifier comment nous nous adaptions à la vie sans le drame de la famille Sterling. Elle avait révélé qu'elle envisageait de parler du comportement de Vanessa depuis des années, mais qu'elle n'avait jamais trouvé le courage avant de voir ce qui était arrivé à Lucas. En te voyant défendre ton bébé, cela m'a donné la permission de dire enfin la vérité sur des choses que je tais depuis des décennies, m'avait-elle dit lors d'une de nos conversations. Parfois, il faut qu'une personne soit assez courageuse pour briser le silence avant que d'autres ne puissent trouver leur voix. Linda avait également fourni des mises à jour sur la façon dont Patricia et Robert traitaient la situation. Ils avaient apparemment commencé à consulter ensemble, essayant de comprendre comment ils avaient permis un comportement nuisible pendant tant d'années. Le processus était douloureux mais nécessaire s'ils voulaient avoir une relation quelconque avec leurs petits-enfants à l'avenir. Ta mère commence à comprendre que protéger Vanessa des conséquences n'a en fait et des personnes, y compris Vanessa, avait rapporté Linda. Il lui a fallu tout ce temps pour réaliser que l'amour signifie parfois permettre aux gens de faire face aux résultats de leurs choix. La perspicacité concernant les conséquences par rapport à l'encouragement avait été cruciale pour mon propre processus de guérison. Pendant des années, j'avais confondu accommodation et amour, pensant que protéger les membres de la famille des réalités inconfortables était de la gentillesse plutôt que du mal. Apprendre à distinguer le soutien de l'encouragement avait changé ma façon d'aborder toutes mes relations. La fête du premier anniversaire de Lucas avait été une célébration des liens familiaux authentiques plutôt que des liens sociaux obligatoires. Nous avions invité les amis de Fort Henderson qui étaient devenus notre famille choisie avec Linda et quelques cousins qui nous avaient soutenus tout au long de la crise. Le rassemblement était petit mais authentique, rempli de gens qui se souciaient vraiment du bien-être de Lucas plutôt que de leur propre gestion de l'image. David avait prononcé un toast qui m'avait fait pleurer. À Lucas, qui nous a appris la différence entre la famille qui exige ton silence et la famille qui gagne ta confiance.
qu'ils connaissent toujours la différence entre l'amour qui protège et l'amour qui encourage. Le contraste avec les célébrations familiales précédentes était frappant. Il n'y avait pas de jeu d'acteur pour les caméras, pas de gestion des besoins émotionnels de quelqu'un d'autre, pas de marche sur des œufs pour éviter de déclencher un drame. Lucas jouait librement avec les autres enfants, tandis que les adultes avaient des conversations détendues sur des sujets réels plutôt que des plaisanteries superficielles conçues pour éviter les conflits. Alors que je regardais notre fils interagir avec des gens qui se souciaient vraiment de lui, j'ai ressenti une profonde gratitude pour le choix que nous avions fait de privilégier la substance à l'apparence. Il grandissait entouré d'adultes qui modélisaient des limites saines, une communication authentique et un engagement inébranlable envers la protection des enfants. Le cadeau le plus surprenant était venu d'une source inattendue. La sœur d'Eleanor, Margaret, qui avait 93 ans et vivait dans un établissement de soins en résidence à Portland, avait entendu parler de notre situation par le biais des réseaux familiaux et avait demandé une visite. Lorsque nous sommes allés la rencontrer, elle a partagé des histoires sur Eleanor qui ont mis nos choix dans un contexte historique. Eleanor disait toujours que la famille ne se résume pas aux liens du sang ou aux obligations sociales, nous avait dit Margaret pendant que Lucas jouait avec des jouets qu'elle avait gardés de l'enfance de ses propres enfants. Elle disait que la famille se résume aux personnes qui se présentent les unes pour les autres quand c'est important, qui disent la vérité même quand c'est difficile et qui protègent ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. Margaret avait également révélé qu'Eleanor s'était inquiétée du comportement de Vanessa avec les enfants pendant des années avant sa mort. Elle avait apparemment essayé d'aborder la question avec Patricia et Robert, mais avait été écartée comme une parente âgée intrusive qui ne comprenait pas les approches parentales modernes. Eleanor serait fière de ce que vous avez fait, avait dit Margaret alors que nous nous préparions à partir. Elle a toujours cru que protéger les enfants était plus important que de maintenir des mensonges confortables. Vous avez honoré ces valeurs même quand vos propres parents ne l'auraient pas fait. La validation de la sœur d'Eleanor m'avait donné l'impression de recevoir une bénédiction d'outre-tombe. Eleanor avait toujours été le membre de la famille qui combinait l'amour inconditionnel avec des attentes claires quant à un comportement approprié. Apprendre qu'elle aurait soutenu nos choix m'a apporté un profond réconfort dans les moments où je me demandais si nous avions été trop durs ou impitoyables. Maintenant, en regardant Lucas parcourir notre cour arrière avec la confiance d'un enfant qui n'avait jamais douté de sa sécurité, j'ai compris que nous lui avions donné quelque chose d'inestimable, la sécurité de savoir que les adultes dans sa vie privilégieraient toujours son bien-être par rapport à la commodité sociale. David m'a rejoint sur le patio alors que Lucas découvrait un papillon près des roses. Le rire joyeux de notre fils remplissait l'air alors qu'il essayait de suivre le motif de vol erratique du papillon, trébuchant à l'occasion mais se relevant toujours avec détermination. Des regrets ? Demanda doucement David, bien que je puisse voir à son ton qu'il connaissait déjà ma réponse. Aucun, répondis-je, en regardant la joie pure de Lucas dans le simple plaisir de chasser un papillon. Regarde-le. Il est sans peur parce qu'il sait qu'il est protégé. Il est curieux parce qu'il n'a jamais été puni pour avoir été un enfant normal. Il est confiant parce qu'on ne lui a jamais dit que ses besoins n'avaient pas d'importance. David hocha la tête, comprenant les implications plus profondes de ce que nous avions choisi. Il grandira en sachant que l'amour signifie protection, pas accommodation. Que la famille signifie sécurité, pas obligation. Que sa valeur n'est pas négociable, même avec des personnes qui partagent son ADN. Les leçons que nous avions apprises grâce à la crise étaient devenues le fondement de la culture familiale que nous étions en train de construire. Lucas comprendrait que des relations saines nécessitaient un respect mutuel, que les limites étaient des expressions de soins personnels plutôt que d'égoïsme et que parfois l'amour signifiait dire non aux personnes qui exigeaient une conformité nuisible. Alors que le soleil se couchait derrière les arbres et que Lucas se fatiguait enfin de chasser les papillons, j'ai ressenti une paix totale avec les choix que nous avions faits. Nous avions échangé le dysfonctionnement familier de ma famille d'origine contre le travail incertain de la construction de relations authentiques, et l'échange avait été plus que rentable. Lucas ne se souviendrait jamais du dîner de Noël qui a tout changé, mais il grandirait avec les avantages de notre décision de privilégier sa sécurité à l'harmonie familiale. Et il saurait que ses parents pourraient être dignes de confiance pour le protéger, que ses besoins étaient importants et que l'amour n'exigeait jamais d'accepter le mal des autres. La guerre qui avait commencé avec un bébé giflé s'était terminée par la victoire qui comptait le plus, un enfant qui était en sécurité, aimé et libre de développer son propre être authentique sans jouer un rôle pour les besoins émotionnels des autres. En perdant ma famille d'origine, j'ai gagné quelque chose de bien plus précieux, la certitude que je pouvais construire le genre de famille qui méritait réellement ce nom. Ensuite, et alors que cette histoire s'estompe discrètement dans les ombres de votre esprit, se dissolvant dans les espaces silencieux où la mémoire et le mystère s'entrelacent, comprenez que ce n'était jamais qu'une histoire.
C'était un éveil, une impulsion brute de vérité humaine enveloppée de secrets chuchotés et d'émotions voilées. Chaque mot un éclat, une réalité fracturée, chaque phrase un pont entre les mondes vus et non vus, entre la lumière de la révélation et l'abîme sombre de ce qui reste non dit. C'est ici, dans cet espace liminaire, que les histoires respirent leur magie la plus puissante, remuant les chambres les plus profondes de votre âme, provoquant les peurs non dites, les désirs enfouis et les espoirs fragiles qui s'accrochent à votre cœur comme de fragiles braises. C'est le pouvoir de ces contes, ces confessions numériques chuchotées dans le vide où l'anonymat devient le masque de la vérité, et chaque spectateur devient le gardien de secrets trop lourds à porter seul. Et maintenant ce secret, cet écho tremblant de la réalité de quelqu'un d'autre, fait partie de votre propre récit obscur, s'entrelace avec vos pensées, éveillant cette curiosité indéniable, cette faim insatiable de savoir ce qui se trouve au-delà. Quelles histoires restent à raconter? Quels mystères planent juste hors de portée, attendant que vous les découvriez? Alors accrochez-vous à ce sentiment, ce fil électrique d'émerveillement et de malaise, car c'est ce qui nous relie tous à travers le vaste réseau invisible de l'expérience humaine. Et si votre cœur s'emballe, si votre esprit s'attarde sur les si et les peut-être, alors vous savez que l'histoire a fait son travail. Sa magie s'est tissée dans le tissu de votre être. Alors, avant de vous éloigner de ce royaume, souvenez-vous de ceci, chaque histoire que vous rencontrez ici est une invitation chuchotée à regarder plus profondément, à écouter plus attentivement, à embrasser les ténèbres comme la lumière. Et si vous vous êtes perdu, si vous vous êtes retrouvé changé même légèrement, alors honorez cette connexion en gardant la flamme vivante. Aimez cette vidéo. Si l'histoire vous hante, abonnez-vous pour rejoindre la confrérie des chercheurs qui traquent les vérités invisibles et sonnez la cloche pour être le premier à accueillir la prochaine confession, la prochaine ombre, la prochaine révélation qui attend de surgir des profondeurs. Parce qu'ici, nous ne nous contentons pas de raconter des histoires, nous les invoquons. Nous devenons des récipients pour l'oublier, le cacher et le non-dit. Et vous, chers auditeurs, êtes devenus une partie de ce rituel sacré. Alors, jusqu'à ce que le prochain conte vous trouve dans les heures calmes, gardez vos sens aiguisés, votre cœur ouvert et ne cessez jamais de chasser les chuchotements dans le silence. Merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous. Bonne chance.